Par contre, elle a une obésité puisqu'elle a un index de masse corporelle qui est supérieur à 30. Elle dit être hypertendue depuis 14 ans parce que c'est très important d'avoir la date de naissance d'un diabète et une hypertension. C'est pour cela, souvent, on dit diabète découvert. Pour dire que la date de naissance, il est exactement de novembre, très difficile parce que les patients, quand ils viennent, vous allez voir, quand ils viennent déjà à un stade avancé. Donc, diabétique, environ 9 ans, hypertendu depuis 14 ans. Et vous savez que le couple diabète-HTA, c'est un véritable couple. On a des fois du mal à dire qui est le premier. Et souvent, quand on est diabétique, on est hypertendu, il y a le diabète. Alors, en ce qui concerne les complications dégénératives du diabète, donc elle a déjà une rétinopathie diabétique non proliférative sévère et elle a même une rétinopathie hypertensive stade 2. En ce qui concerne l'examen clinique, on retrouve une pression artérielle, donc 160 de systolique et 95 de diastolique, un poids de 82 pour une taille d'un mètre 60. Donc là, on avait dit qu'elle avait un IMC à 32, donc elle est dans l'obésité. On ne retrouve pas d'œdème de membre inférieur. Et en ce qui concerne la bandelette urinaire, le pH est à 6, il n'y a pas de sang, il y a une albuminurie à une croix, glucose une croix, il n'y a pas de corps cétonique. Le reste de l'examen somatique est sans particularité. Alors, je vais vous poser la question. Quand vous recevez ce genre de patient, donc vous réalisez un examen clinique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle sera votre prochaine démarche diagnostique? Donc, je vous ai donné brièvement des éléments, comment communiquer d'un cas réel. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Quelle est votre réflexion en ce qui concerne ce cas clinique? Comment vous allez prendre en charge? Quelle est la prochaine démarche diagnostique? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faudrait avoir encore dans l'interrogatoire qui manquent dans l'interrogatoire du patient? Alors, je vais voir ici. Écrivez votre réponse. Demandez, alors, calculer le risque cardiovasculaire, demander un bilan rénal, d'accord. Dans l'interrogatoire, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter? Donc, la chose à faire, c'est d'aller demander un bilan rénal. Alors, je vais voir encore. Calculer antécédents, oui, très bien, oui, on peut demander les antécédents, c'est très important. On a demandé les antécédents personnels, donc je suppose que vous parlez des antécédents familiaux, s'il y a autre chose, puisque ça a été mentionné. DFG ACR, parfait, donc on est dans le rein, c'est des gens qui connaissent, on verra. Alors, par contre, ce qui manque ici, moi personnellement, quand on m'a communiqué le cas clinique, là dans les antécédents, il est important de mentionner la prise de médicaments néphrotoxiques. C'est très, très important. Parce que quand on a le diabétique, on est diabétique, on a 60 ans, là, on peut avoir des douleurs articulaires. Et souvent, c'est des patients qui consomment des anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisqu'ils sont en vente libre. Donc, on n'a pas besoin d'ordonnance. Là, il faudrait, donc j'invite à chaque médecin, tout médecin, de poser la question par rapport à la prise de médicaments néphrotoxiques, c'est-à-dire essentiellement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Se comprend, il y a souvent des jeunes aussi qui consomment de l'ibuprofène pour des douleurs dentaires. Là, c'est très important. Même si dans le cas clinique, peut-être, il ne va pas interférer avec ce cas clinique, mais je souhaiterais que tout médecin, on est censé, obligé de poser cette question-là. Et bien sûr, maintenant, alors DFG, lorsqu'on a une rétinopathie diabétique hypertensive, on doit chercher une éventuelle maladie rénale diabétique hypertensive. Oui, très bien. Alors, maintenant, cette patiente, en ce qui concerne l'étiologie, donc elle a deux problèmes. C'est le diabète et l'hypertension artérielle. Ce ne sont pas des pathologies des moindres. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est des maladies systémiques qui vont retentir, notamment ici déjà sur l'œil. On va chercher le retentissement rénal. Même si à la chimie des urines, on avait une albuminurie, on va passer à l'examen suivant. Donc, vous avez dit, on va estimer la fonction rénale. Alors, quand on a une rétinopathie diabétique, souvent, c'est des microangiopathies, c'est-à-dire, on dit, l'œil regarde le rein dans le diabète. Souvent, c'est des microangiopathies, c'est-à-dire, quand on a une rétinopathie diabétique, on s'attend à avoir une atteinte rénale.
je vais avancer. Alors, alors, là, alors, maintenant, très bien. Vous m'avez parlé, vous m'avez, il y a des, alors, ça s'appelle des اللي كنت فيه انا قال لي كل شيء كتب ما نش حابه نوثق انا عند هي بعد نصورها في الموظفات Alors, شفتوا je عندها peux, docteur Gougam, je pense qu'il y a des interférences. ولا مازال Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des interférences? Donc, je ne sais pas si on est. تمام Alors, alors, je reprends. Parce qu'il y avait des interférences. Donc là, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut continuer? Ok, je vais continuer malgré les interférences. Très bien. Donc aussi, il y a une personne qui avait signalé que la patiente n'avait pas actif thérapeutique. Très bien. On reviendra. Très bien. Donc, on revient sur le cas clinique. Compléter l'interrogatoire, c'est-à-dire il y a le traitement qui manque. Il y a les antécédents prises de traitement aux médicaments néphrotoxiques. Est-ce qu'elle a effectué déjà un examen radiologique où elle avait besoin d'un produit de contraste iodé? Donc, tout ce qui pourrait interférer avec la fonction rénale. Ensuite, très bien. Ensuite, coupez vos micros. Ah non, d'accord. Ensuite, il y a autre chose. On m'avait signalé aussi l'objectif thérapeutique. Effectivement, donc on avait vu qu'elle avait une tension artérielle de 160-90 et elle était obèse. Donc là, c'est une vue d'avion du cas clinique. Donc, il y a éventuellement évaluer la fonction rénale de cette patiente. Très bien. Donc là, on va évaluer la fonction rénale. À votre avis, quels sont les outils diagnostiques de la maladie rénale chez cette patiente? Vous avez dit il faut évaluer la fonction rénale. Comment on va évaluer la fonction rénale? Alors, comment vous allez évaluer? Donc, vous avez vu, vous avez déjà une première. Très bien. Alors, je vais voir. ACR, en premier, donc urée-créatinine, donc bilan rénal. On va faire urée-créatinine, donc un bilan sanguin, c'est sûr. On va demander l'ACR, on va voir ce que c'est un l'ACR. Très bien. Donc, ça suffit pour évaluer la fonction rénale? Donc, vous allez demander un bilan sanguin, un taux d'urée et créatinine, protéinurie des 24 heures, on y reviendra. On va voir quelle est la différence entre l'ACR et la protéinurie des 24 heures. Alors, je vais vous dire. Vous avez un patient de 60 ans, donc on va évaluer la fonction rénale. Chez cette patiente, donc on avait écho rénal, très bien, l'imagerie rénale. L'imagerie rénale est calculée la clearance de la créatine. Ben, c'est bon, vous êtes néphrologue là. Je vous félicite. Alors, très bien. Donc, on va aller un par un. Évaluer la fonction rénale chez cette patiente. Très bien. Donc, vous êtes majoritaire à demander. Alors maintenant, on revient à la boîte à outils du néphrologue ou tout médecin qui reçoit ce genre de patient. On revient, on m'avait parlé de protéinurie des 24 heures et certains ont évoqué l'ACR. Alors, je vais vous dire, au jour d'aujourd'hui, donc on travaille avec l'ACR. Pourquoi? L'avantage, c'est que ça se fait sur un simple spot urinaire. Donc, on n'est pas obligé de collecter les urines de 24 heures. Et ça, c'est patient dépendant. C'est-à-dire que là, souvent, quand on reçoit des patients, on leur demande de collecter les urines. ça, des fois, ils disent non, j'ai uriné une fois. عمرت قرعة ومن بعد نسيت في الليل ما نوضش. Donc, c'est patient dépendant, c'est très aléatoire comme. Donc, on ne le fait plus. Et maintenant, tous les laboratoires, quand vous demandez d'effectuer l'ACR, ça se fait sur un spot urinaire, c'est facile, c'est pratique pour le patient. Et en plus, ça vous donne ce ratio-là d'albuminurie sur la créatine urinaire qui, quand même, qui a une valeur très importante, on va voir. D'accord? Donc, maintenant, on va dans l'ACR. Il faut demander, ça, en ce qui concerne donc cette albuminurie, pour voir est-ce qu'il y a une fuite protéique importante. Deuxièmement, on va estimer le débit de filtration glomérulaire. Pour cela, il faut avoir un taux de créatinine sérique. Et après, vous avez des formules qui vont permettre de calculer réellement le débit de filtration glomérulaire. Et il y a la formule MDRD et la formule CKD-EPI. Donc, la formule MDRD, vous pouvez la télécharger à partir de votre smartphone. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Le sexe,
vous avez le taux de la créatinine, il vous donne le taux d'MDRD. Alors, certaines, par contre, est-ce que vous utilisez toujours le Cockcroft-Ego? Est-ce qu'on utilise toujours la formule? Pouviez-vous ajuster et centrer l'écran? Alors, l'écran est centré à mon niveau, mais je ne sais pas comment je vais centrer l'écran. Mon niveau, il est centré. Ne le touchez pas. D'accord. OK. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a parmi vous certains qui utilisent toujours la formule de Cockcroft-Ego? Vous utilisez tous la MDRD? Tous pour le calcul du DFG. C'est très important. Alors, réponse. Oui. Oui, c'est-à-dire vous utilisez tous la formule MDRD? Oui, très bien. Donc, je vois ici MDRD, parfait. Donc, vous êtes à jour, très bien. Donc, la formule de Cockcroft-Ego, elle est bannie, on ne l'utilise plus parce qu'il y a une surestimation. Et bon, les conditions dans lesquelles elle a été faite, elle n'était pas adaptée à toutes les populations. Donc, MDRD, on est d'accord, c'est une formule qui permet d'estimer quand même un débit de filtration glomérulaire avec précision. Et là, il vous suffit de demander un bilan sanguin, avoir le taux de la créatinine sanguine et estimer votre MDRD. Alors, pour compléter, donc, on voit un bilan sanguin. Donc, on fait initialement parce que ça coûte énormément cher. Donc, c'est pas la peine d'aller demander toute une panoplie. Et là, l'objectif, c'est d'avoir, parce qu'on a le retentissement oculaire, il y a le retentissement oculaire notamment, la partie cardiologique, donc on verra est-ce que cette malade a été vue ou pas. Mais en ce qui concerne le rein, puisqu'il y a une évolution quand même de plus de 10 ans d'hypertension artérielle et de diabète, donc il est très important d'évaluer la fonction rénale, puisqu'on sait que maintenant la maladie rénale est présente et comment prendre en charge cette patiente et éviter qu'elle arrive en dialyse. Donc, sanguin, vous demandez. Vous avez un spot urinaire, c'est rapide. Donc, il dépose au laboratoire, il suffit de demander la CR. Et bien sûr, l'imagerie rénale. Alors, l'échographie, donc souvent on demande une abdominopelvienne, mais l'échographie des reins va donner des renseignements. Un organe, le rein, on ne le voit pas, l'œil nu, c'est pas comme l'urgence quand vous avez un œil rouge, on peut déjà voir qu'il est rouge, l'œil est rouge, donc on peut aller voir directement le spécialiste pour savoir ce qui se passe. Mais le rein, d'abord, à part les douleurs quand il y a des coliques néphrétiques, mais les reins, on ne les voit pas. On ne sait même pas si on a deux reins. Donc, quand on fait une imagerie, déjà, on est sûr d'avoir les deux reins, d'avoir la position, est-ce que c'est des reins ectopiques ou localisés, donc bien localisés. On va avoir des renseignements sur le parenchyme rénal, puisque les retentissements, notamment toute pathologie, elle va avoir une atteinte sur le parenchyme rénal. Est-ce qu'il n'y a pas de la fibrose? C'est-à-dire, ils vont vous parler de la différenciation cortico-médulaire, c'est-à-dire, est-ce que c'est des reins où la densité est la même ou bien on voit toujours le cortex et la médulaire. Ensuite, vous allez voir, donc il va vous renseigner s'il y a des calculs, s'il y a des kystes rénaux. C'est très important. Et est-ce qu'il n'y a pas des reins uniques? Donc, il y a eu des surprises. Il y a des gens qui ont fait des échographies parce que pour une visite d'embauche ou autre, ou parce qu'ils ont eu mal. Et alors, grande découverte, c'est que c'est soit un rein unique, un rein ptosé, ou bien un rein multikystique, polykystique. Donc, c'est très important d'avoir ces renseignements d'échographie des reins. Ou bien des petits reins. Et quand on a des petits reins ratatinés, perte de la différenciation du parenchyme, déjà, ça va vous donner une information sur la chronicité de la pathologie, c'est-à-dire de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que c'est une maladie rénale chronique qui évolue depuis un moment puisqu'il y a eu un retentissement sur le rein. Après, le rein, comment il va s'extérioriser, comment il va exprimer sa défaillance? Perturbation du bilan rénal, la fuite de l'albumine, donc on peut trouver cette albuminurie, donc qu'on peut quantifier par la CR. Et bien sûr, il y a d'autres signes, cette anémie, qui témoigneraient ou qui renseignent sur l'insuffisance rénale chronique. Par contre, ce que je souhaiterais, c'est que la valeur de la CR, l'albuminurie. Alors, comme on voit ici, la CR, on va voir plus tard le tableau. Donc, vous avez A1, c'est-à-dire inférieur à 30 est considéré normal. Quand le taux, anciennement, on parlait de microalbuminurie, on parle plus de microalbuminurie, entre 30 et 300, on est dans le A2, marqueur d'un risque cardiovasculaire. Alors, il faut savoir que l'albuminurie, non seulement est un facteur prédictif de la progression de la maladie rénale chronique, c'est-à-dire, il vous dit, attention, la CR tout à l'heure, ça veut dire que c'est un malade qui va encore développer la maladie rénale chronique, il va aller vers l'insuffisance rénale chronique terminale.
est un marqueur de haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que ce patient est à haut risque de développer maladie cardiovasculaire, d'où l'intérêt d'avoir cet ACR. Et bien sûr, quand on a des taux très élevés d'albumine, c'est-à-dire vous avez l'albuminurie supérieure à 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, à ce moment-là, il faut chercher s'il n'y a pas un syndrome néphrotique, on rentre dans une autre pathologie. Donc, ce malade, il est important donc d'estimer la fonction rénale, de faire l'imagerie et le spot urinaire chez ce patient, chez cette patiente, pardon. Avez-vous des questions jusque-là? Alors, on pousse. Voilà. Alors, l'estimation, je vais voir ce que vous avez. Le volume du rein aussi, tumeur rénale. Oui, vous avez raison. C'est la taille. C'est la taille des reins. C'est-à-dire, est-ce que c'est des tailles conservées, des gros reins? Parfois, chez les diabétiques, il faut pas oublier qu'on peut conserver la taille puisqu'on peut avoir de gros reins. C'est des reins de diabétiques. Parfait. Non, c'est bon. Donc, parfait. Alors, cette patiente, la première des choses, mais il y a quelque chose qui manque ici dans l'interrogatoire. Est-ce que quelqu'un, maintenant que vous avez mesuré, vous avez eu sa créatinine? Par exemple, elle va vous donner, elle va vous ramener. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que ça vous suffit? Vous allez estimer le DFG, vous allez voir la CR, vous allez la stadifier, la classer. Mais est-ce qu'il y a un élément qui est très important qui manque? Est-ce que ça vous suffit pour parler de maladie rénale? Alors, j'attends vos réponses. Avez-vous une réponse? On va voir. Non, non. Est-ce que vous pouvez vous contenter? Non, non, ah non, on revient. Alors, généralement, quand quelqu'un il vient, il vous dit, je suis en surpoids. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aujourd'hui, je fais 80 kilos. Il y a quelques années, je faisais 60 kilos. Quelqu'un qui vient, qui vous dit, j'ai un déséquilibre tensionnel. J'ai fait des 16, des 18. Mais un homme, tâche. Il y a toujours un antécédent. Il y a toujours une valeur antérieure. Et c'est la même chose pour le rein. On ne peut pas parler de chronicité ou d'aigu si on ne demande pas si le patient a déjà un bilan antérieur. Maintenant, de plus en plus, les malades ont des bilans antérieurs parce qu'ils sont suivis régulièrement, parce qu'ils viennent voir leur médecin généraliste, le médecin spécialiste, le cardiologue, l'ophtalmo. Donc, on va voir ou bien un bilan préopératoire, sauf exception, et ça arrive toujours, des malades qui arrivent le jour de la dialyse, ils n'ont jamais consulté, ils n'ont jamais eu un bilan rénal. Mais avant de parler, une fois que vous estimez le DFG, il faut toujours demander le taux de créatinine sérique antérieure pour pouvoir comparer. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a une dégradation? Est-ce que c'est aigu? Il était normal et au jour d'aujourd'hui, en l'espace de 15 jours, il a fait une ascension de taux de la créatinine. C'est ce qui permettrait de faire de la part des choses en plus de l'imagerie. Alors, là, l'ACR de cette patiente, vous allez voir qu'elle est supérieure à 30 mg, donc on est pas là, on va voir. Et elle a un débit de filtration glomérulaire qui est inférieur à 60 millilitres minute. Alors, ça, c'est la définition de la maladie rénale diabétique, c'est-à-dire qu'elle a un DFG qui est inférieur à 60 déjà, et là, un ACR qui est élevé. Là, ce que je vais voir ici, c'est que voici, par exemple, un exemple des différentes formes de, c'est-à-dire différentes formules que vous allez trouver, vous avez téléchargé sur votre smartphone. Et à ce moment-là, vous avez, bon, il n'y a plus l'ethnie maintenant, mais vous avez l'âge, vous pouvez introduire votre créatinine, vous avez votre MDRD, on vous donne le résultat. Alors, souvent, inférieur à 20 ans, donc on a un débit de filtration glomérulaire qui est supérieur à 100. À partir de 60 ans, 80 ans, on applique ce qu'on appelle le vieillissement rénal physiologique. C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, c'est comme la baisse de l'acuité auditive, la baisse de l'acuité visuelle. Là aussi, le rein, il y a ce qu'on appelle le vieillissement rénal physiologique. Bon, c'est pas un consensus, mais il n'y a pas de consensus par rapport à ça, mais entre guillemets, on a pu démontrer que à partir de 40 ans, il y a une baisse environ de 1 millilitre minute de la fonction rénale. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un de 80 ans qui a à peu près une fonction rénale de 40 millilitres minute, il ne faut pas alarmer le sujet. Il ne faut pas lui dire vous avez une insuffisance rénale, la dialyse. Non, il faut voir d'abord les facteurs de risque qu'il a, il faut voir les pathologies. S'il arrive à 80 ans avec 40 millilitres minute, en plus du vieillissement rénal physiologique, on peut dire qu'il est
pour son âge, il a une clearance qui est acceptable. Après, il faut prendre en charge les pathologies, il faut équilibrer sa tension artérielle, il faut réduire l'albuminurie, prendre les facteurs de risque associés. Mais encore une fois, on a reçu, des fois, on nous envoie des sujets de 70 ans, ils ont une fonction rénale de 60 millilitres minute. Non, c'est bien de les suivre, mais il ne faut surtout pas affoler vos patients. Alors, je vais voir les questions. Les signes cliniques, œdème, oui, écho-Doppler. Alors, pour ceux qui ont bilan urémie, alors, il va devoir le caractère chronique de 3 mois. Très bien. Pour parler de maladie rénale chronique, c'est vrai, la chronicité, il faut que ça soit au-delà de 3 mois. On a des stigmates sur l'imagerie, donc il y a des signes d'appel au niveau de l'imagerie rénale, mais aussi on peut trouver cette anémie qui commence très tôt, à partir d'un DFG inférieur à 60 millilitres minute. Vous avez déjà cette anémie normocytaire, normochrome, qui fait quand même, qui témoignerait du caractère chronique. Alors, bilan urémie. Alors, pour l'urémie, bilan urémie, j'ai pas compris. Le bilan rénal, c'est vrai qu'il y a l'urée, il y a la créatinine. L'urée sanguine, des fois, est ce qu'on appelle des dissociations urée-créatinine. C'est-à-dire, vous avez un taux de créatinine qui est tout à fait normal. Vous avez des taux d'urée sanguine élevés. À ce moment-là, il faut rechercher les autres causes, indépendamment de l'atteinte rénale. Parfois, il y a de la rhabdomyolyse, il y a l'hypercatabolisme protidique, il y a la prise de médicamenteuse, qui fait que le taux d'urée soit plus élevé. Alors, l'écho-doppler rénal, oui, je partage la personne qui a demandé. Oui, on peut d'emblée chez cette patiente demander une écho-doppler des artères rénales. Pourquoi? Parce qu'elle a une pathologie vasculaire, l'hypertension artérielle, diabète. Vous savez qu'il y a les vaisseaux grêles. Et selon ces malades, effectivement, il peut faire des sténoses. Donc, quand on demande l'écho-doppler, ça va nous renseigner sur le paquet, l'état des paquets des artères rénales. Et c'est très important parce qu'il y a ce qu'on appelle le vieillissement aussi des vaisseaux. Alors, ionogramme sanguin. Alors, l'ionogramme sanguin, je vous explique. Quand vous avez la possibilité de demander un tas de bilans face à un patient, il ne faut pas oublier le coût. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, ils vont vous demander bilan hépatique, bilan... Oui, mais essayez de vous orienter par rapport à la pathologie. On va avoir sténose vasculaire, oui, si elle existe. Ionogramme sanguin, oui. Ionogramme sanguin peut faire partie du bilan rénal. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'hypercalémie quand on a un DFG qui est bas et surtout s'il y a des médicaments hyperkaliémiants comme les néphroprotecteurs. La PTH, tout ça va se faire après l'estimation du débit de filtration glomérulaire. Il faut qu'on sache est-ce qu'elle a une maladie rénale diabétique ou pas. Alors, attendez, je sors. Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là? Je vais ici. Alors, maintenant, anciennement parlant, je suppose que vous connaissez tous cette classification d'insuffisance rénale. Là, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Je suis toujours dans les différentes classes. On parlait, donc, l'ancienne classification du Kadoki. Alors, ils ont essayé de stader les différentes insuffisances rénales en fonction du débit de filtration glomérulaire. Donc, on estime que au-delà de 120 millilitres par minute, par surface, par 1,73 m de mètre carré de surface, ça c'est toujours pour l'adulte, que la fonction rénale est normale. Après, vous avez le stade 1 entre 90 et 120, ça baisse la maladie rénale, donc stade 2, c'est ce qu'on appelait modéré, 60-90, et inférieur à 60, inférieur à 30, jusqu'au stade où on doit préparer, c'est-à-dire quand vous avez un DFG inférieur à 15 millilitres minute, on doit carrément préparer le malade à l'épuration extra-rénale ou la transplantation. Tu peux me dire pourquoi, malgré qu'il y ait un DFG qui est correct, 90-120, pourquoi il est classe 1? Pourquoi c'est considéré qu'une insuffisance rénale? Alors, vous allez me dire le DFG est tout à fait normal à ce stade. Ça, c'est l'ancienne classification. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je vais voir. Oui, on cherche la déshydratation, les examens cliniques, effectivement. C'est très important. Quand vous avez l'estimation, là, on va parler de la déshydratation juste quand on parlera du DFG de la malade. Alors, dites-moi. Je pense pour faire un suivi régulier, il y a des facteurs très bien. Alors, super, celui qui a répondu, effectivement. Même là, on se rapproche un peu de la différence entre l'insuffisance rénale chronique et la maladie rénale chronique. Effectivement, on peut avoir une fonction rénale tout à fait normale, mais nous avons des facteurs de risque qui font qu'on est susceptible de développer une insuffisance rénale, une maladie rénale. Donc, on a une maladie rénale sans insuffisance rénale. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une polykystose rénale,
il a une anomalie au niveau du parenchyme, il a une maladie génétique. Il n'a pas au jour d'aujourd'hui une baisse du DFG, mais il est porteur d'une maladie rénale et il peut demain arriver en dialyse. Quelqu'un qui a un syndrome néphrotique, quelqu'un qui a une anomalie du sédiment urinaire, il a une hématurie microscopique, quelqu'un qui est transplanté rénal, donc quelqu'un qui a une pathologie qui est susceptible de retentir sur la fonction rénale. Donc ces éléments-là nécessitent un zoom, c'est des malades qui doivent avoir un suivi régulier parce qu'ils sont susceptibles de développer une insuffisance rénale plus tard. Alors, si je reviens à la patiente, donc on a estimé le DFG, il est à 41,5 millilitres, donc elle est considérée comme maladie rénale diabétique stade 3. Elle est en 30 et 60. L'ACR est supérieur à 320 mg par gramme. Par contre, l'ACR est très, très élevé. D'accord? Donc là, maladie rénale, et à ce moment-là, il faut savoir que quand vous avez un DFG inférieur à 60 millilitres minute, vous avez détruit pratiquement 80% de vos néphrons fonctionnels. C'est-à-dire que les unités fonctionnelles du rein qui est néphron, à 60 millilitres, déjà, il y a beaucoup de dégâts au niveau rénal. Et c'est à partir de là que les malades souvent consultent, indépendamment du diabète. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir les manifestations de la maladie rénale, notamment l'anémie. DFG inférieur à 60 millilitres, il commence le malade à se sentir fatigué, il dort mal, il peut avoir un prurite parce qu'il a une accumulation du phosphore, il a des crampes parce qu'il a l'hypocalcémie, et c'est surtout le premier signe qui motiverait ou qui pousserait le patient à consulter, c'est la fatigue. Et là, quand on fait un bilan standard, notamment la formule, on va retrouver une anémie normocytaire normochrome. On va encore pousser les explorations, on demande un bilan rénal et voilà, on tombe sur une insuffisance rénale malheureusement avec un DFG bas et là, on poussera l'interrogatoire et les explorations. Donc, c'est à partir de là où il va commencer à consulter. On ne les voit jamais pratiquement, sauf si ils sont régulièrement, comme un transplanté rénal qui est régulièrement suivi en consultation, quelqu'un qui a une maladie génétique parce qu'on a fait le conseil génétique, on connaît les antécédents, donc il est suivi. Si c'est des gens qu'on voit précocement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je dois enlever. Alors, là, pardon. Alors, maintenant, en néphrologie, nous avons ce qu'on appelle le color scoring. Vous avez dû le voir en cardiologie. Vous avez les fameuses réglettes qu'on vous donne pour estimer le risque cardiovasculaire. Eh bien, en néphro, nous avons ça aussi. En néphrologie, cette patiente, on va essayer de la classer par rapport à son fonction rénale, la maladie rénale, et par rapport à cet ACR. Et c'est qui est en train d'écrire sur l'écran? Je ne sais pas, parce que là, il y a quelqu'un qui a la main sur l'écran. Hein. On viendra par rapport à la question à partir de quel stade il faut orienter le malade chez le néphrologue. Hein. On y arrive. Alors, appréciez la gravité de cette patiente. Donc, je vous ai dit, nous avons ce qu'on appelle le color scoring qui permet de classer cette patiente en fonction des risques de la progression de la maladie rénale chronique et surtout en fonction du profil cardiovasculaire. Alors, si on doit classer cette patiente, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, on avait dit, vous allez voir, donc, la classification se fait par rapport au DFG estimé, par rapport à cet ACR, l'albuminurie. Et vous allez voir le color scoring, c'est-à-dire un score coloré, ça va du vert, on est bon, du jaune, orange, on commence, et là, jusqu'à très haut risque cardiovasculaire. Et c'est à ce moment-là où la malade, il faut carrément, elle est arrivée au stade terminal. Alors, si l'on doit la classer, cette patiente, elle est là. On avait dit qu'elle avait une clearance de 41,5, donc elle est au stade G3B. Le stade 3 a été divisé en deux. Donc, G3A1, c'est baisse légère à modérée, modérée à sévère parce qu'elle est quand même à haut risque cardiovasculaire et à haut risque de progression de maladie rénale. C'est bon, c'est-à-dire que cette malade risque de développer une insuffisance rénale chronique terminale. Elle risque d'être demain en dialyse si on ne prend pas à temps les paramètres défaillants chez elle, notamment l'équilibre tensionnel, le diabète et tout. Alors, elle est à 41,5 et par rapport à son ACR, il était à 320, donc elle est là. Elle est dans le très haut risque. Alors, pourquoi il est important non seulement d'estimer le débit de filtration glomérulaire, mais rechercher ce paramètre d'albuminurie, l'ACR, parce que le facteur de risque rénal est cardiovasculaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une étroite relation. Non seulement il y a l'âge, baisse du débit de filtration glomérulaire, mais plus cette albuminurie est élevée, plus l'ACR est élevé, ce patient est à haut risque cardiovasculaire. Donc,
le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, si l'on compare un patient qui n'a pas de maladie rénale par rapport à un patient qui a une albuminurie, par rapport à un patient qui a uniquement une baisse des filtration glomérulaire, mais si on associe le tout, c'est-à-dire vous avez la baisse des filtration glomérulaire et cet ACR, il est à très haut risque cardiovasculaire. Alors, je reviens à la patiente. Dans les données cliniques, personne ne m'a demandé de voir comment elle était sur le plan glycémique. Donc, vous avez commenté les tensions artérielles, mais vous n'avez pas cherché à savoir est-ce que la glycémie, est-ce qu'elle est équilibrée? Effectivement, je vais vous dire pourquoi. Quand on a un patient qui est suivi régulièrement, qui est connu, par exemple cette patiente, et on a un taux de créatinine antérieur. Je vais sortir un peu de ce cadre, c'est-à-dire quelqu'un qui est suivi régulièrement, c'est une patiente diabétique, hypertendue, qui vient en consultation, elle prend régulièrement son traitement, et elle a toujours eu une fonction rénale tout à fait normale. Elle vient un beau jour, vous allez voir qu'il y a une ascension du taux de la créatinine, c'est-à-dire, par exemple, elle était à 8, c'est monté à 16. Je vous explique, dans l'insuffisance rénale aiguë, il n'y a pas de seuil. On n'est pas obligé d'avoir un 100 de taux de créatinine pour dire qu'elle a une insuffisance rénale aiguë. Non, c'est le dédoublement rapide dans le temps, c'est-à-dire dans les 24-48 heures, moins de 3 mois, vous allez voir qu'il y a une ascension rapide de la fonction rénale. C'est sûr que vous allez changer votre orientation et vous allez poser des questions à la patiente. Est-ce qu'elle n'a pas fait un déséquilibre glycémique? Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le rein est au carrefour de ces pathologies. Tout déséquilibre glycémique va entraîner une souffrance rénale et le rein va s'exprimer par une défaillance de la fonction rénale aiguë. Vous équilibrez votre glycémie, tout va bien. Je reviens au patient qui avait parlé, au médecin qui avait parlé des hydratations. Oui, quand on a un certain âge, le seuil de satiété est très élevé, on ne boit pas parce qu'on n'éprouve pas le besoin de boire. C'est pour ça qu'on fait très attention au rein du sujet âgé. On demande de se réhydrater parce que toute hypovolémie peut entraîner une insuffisance rénale, notamment aiguë, et c'est pour cela qu'il faut rechercher ces facteurs. Par exemple, elle a eu mal, elle a une gonarthrose, elle a pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans consulter une semaine d'ibuprofène. Ça aussi, dit, vous allez interpréter, vous allez dire, OK, je comprends, elle passe de 8 à 16, c'est parce qu'il y a ça et ça. Et comme cette patiente est diabétique hypertendue, donc il y a deux paramètres, il faut rechercher forcément l'équilibre glycémique et forcément l'équilibre tensionnel. Donc, elle a une hémoglobine glyquée de 8,2. Il faut toujours demander l'hémoglobine glyquée antérieure. Et là, je vais vous poser la question, quel est votre avis sur cette taux d'hémoglobine glyquée? Et en ce qui concerne la créatinine sanguine, la créatinémie, donc elle a 13 mg, vous avez demandé le bilan, elle est venue avec 13 mg, donc elle a un DLG estimé, on avait dit à 41,5. D'ailleurs, on avait dit qu'elle était au stade 3 de la maladie rénale diabétique chronique. Elle avait une créatine antérieure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important de poser la question. Donc, elle avait 11,8 mg par litre. Le DLG estimé il y a quelque temps, il était à 46,4. Bon, il n'y a pas eu une ascension énorme, mais regardez, en espace de peu de temps, elle passe d'un stade où elle était plus ou moins légère à modérée, un G3A, mais toujours dans le même stade 3, A ou B, et là, vous voyez, elle est toujours à très haut risque par rapport à la CR. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu ce déséquilibre glycémique, l'hypertension artérielle, elle est à 160/95. On va revenir. Est-ce que vous pensez que l'objectif tensionnel chez cette patiente âgée de 60 ans avec une hypertension artérielle, une maladie rénale diabétique, maladie rénale chronique, l'ACR antérieur, il était à 300, 320. Donc, est-ce que ça a changé? Elle est toujours à haut risque cardiovasculaire. Et on a demandé un bilan lipidique pour toujours évaluer le statut cardiovasculaire. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure un des collègues. Donc, cette patiente, elle est à stade 3 de la maladie rénale chronique. Elle passe de A à B, toujours dans le rouge vif, c'est-à-dire à très haut risque cardiovasculaire et à très haut risque de progression de la maladie rénale chronique. Alors, je vais voir les commentaires. Il faut la mettre sous insuline car elle est élevée. Ça doit être inférieur à 13,8, mettre la patiente sous insuline pour équilibrer son diabète et enlever les médicaments néphrotoxiques de ses reins. Très bien. Alors, je reviens vers vous. On va aller one by one.
Alors, l'hémoglobine glyquée. Donc, vous m'avez dit quelle était la cible d'hémoglobine glyquée. Est-ce qu'elle est normale? On s'attend à quelle cible d'hémoglobine glyquée? Par rapport à la fonction rénale, donc elle avait une maladie rénale chronique évolutive, puisqu'elle a 10 ans, regardez, la créatinine, donc elle est toujours une clearance inférieure à 60. Tension artérielle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais voir. C'est quoi le 7? J'ai pas compris. 7. C'est quoi 7? Ah, 7. L'hémoglobine glyquée. Ah, hémoglobine glyquée. D'accord, très bien. Donc, on s'attend. Donc, quand même, elle est supérieure à 7. Donc, elle est à 8,2. Donc, ça pourrait expliquer qu'elle a un déséquilibre glycémique pendant les 3 derniers mois. Il y a eu un déséquilibre glycémique qui pourrait expliquer cette légère ascension de la créatinine. Parfait. Quoi d'autre? Donc, on a expliqué le déséquilibre glycémique. Cette fonction rénale est expliquée par l'ascension du taux du taux de l'hémoglobine glyquée. C'est qu'il y a eu un déséquilibre. Euh, elle n'est pas dans l'objectif. L'objectif tensionnel, 130-80 et glycémie inférieure à 6,5. Bon, avec maladie rénale, on peut tolérer jusqu'à 7. Donc, 130-80 de tension artérielle. Quand on a un patient qui a une maladie rénale diabétique avec albuminurie, c'est vrai qu'il faut baisser les chiffres tensionnels, 130-80. Donc, vous avez les objectifs de 140-90, maladie rénale, encore plus bas, 130-80. Très bien. Donc, cette malade, je vais voir. Alors, cette malade, si on ne la prend pas en charge en temps, elle est à très haut risque cardiovasculaire. Elle va mourir même de risque de complications cardiovasculaires avant d'arriver en dialyse. Et je vais vous expliquer, dans la néphropathie diabétique, la maladie rénale diabétique, la progression dès qu'on a un DFG inférieur à 60, ça va aller très vite. Inférieur à 40, tout de suite inférieure à 30 et elle sera demain en dialyse. Si on ne met pas le paquet pour ralentir la progression. Et en ce qui concerne l'épuration, vous savez très bien qu'il y a l'hémodialyse, c'est-à-dire l'épuration extra-rénale dans des centres d'hémodialyse conventionnels, là où il y a la dialyse par l'intermédiaire de capillaires, d'un rein artificiel dans un centre de dialyse. C'est une machine, 3 fois par semaine, c'est assez contraignant avec toutes les complications donc, que le patient pourrait avoir. Et ces patients pourraient avoir présentent un véritable problème. Pourquoi? Ils ont un problème d'abord vasculaire. Parce que quand on est diabétique, on a des vaisseaux grêles, d'accord? Hypertendus, diabétiques, donc on a des vaisseaux qui sont grêles, athéromateux, donc la pose d'abord vasculaire est très, très compliquée chez ces patients. C'est pour ça que la prise en charge doit être précoce. Et vous avez ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, je suppose, bon, ça sera une autre session pour les différentes techniques d'épuration, mais j'ouvre juste une parenthèse. Et la dialyse péritonéale, c'est une dialyse péritonéale, donc elle peut se faire en ambulatoire. C'est la membrane, donc qui permet, c'est le péritoine qui fait office de cette membrane, qui permet de d'effectuer cet échange. Et c'est tout à fait, c'est-à-dire la membrane est naturelle, c'est le péritoine. Or qu'ici, on fait appel à un rein artificiel. J'ouvre cette parenthèse pour vous dire que après, le stress, c'est que dès que vous avez un DFG aux alentours de 30-15, vous allez commencer à penser comment prendre en charge cette patiente. Il y a différentes questions qui viendront à l'esprit du patient. Et après, il y a le problème d'assurance, le problème de coût, de coût. Qui vit avec cette patiente? Est-ce qu'elle a quelqu'un à son chevet? Et on va rentrer dans des problèmes socio-économiques énormes. Avant de quitter ce cas clinique, donc on a fait une vue d'avion, juste comment prendre en charge la démarche diagnostique, pardon, d'un patient qui se présente en consultation, moins de coûts pour effectuer donc le point sur la fonction rénale. Donc il est très important d'avoir ses antécédents, son bilan antérieur s'il a, comparé. Une fois que vous estimez le DFG, il faut rechercher les facteurs de risque, notamment cet ACR. L'imagerie, vous avez 3 examens qui sont nécessaires. Une fois que vous avez ça, vous allez stader votre patient en fonction du facteur de risque cardiovasculaire et dire, voilà, il est dans le rouge et on va revenir à quel moment vous allez l'adresser au néphrologue. Là, je vais passer, c'est bon avec le cas clinique, on peut passer au deuxième cas clinique? Hop, pardon. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'ils vous ont bien suivi. Attendez, je vais voir. Oui, merci. Ok, parfait. Allez-y.
C'est clair jusque-là, c'est bon. C'est très clair, Anna, pour moi. Aya, très bien. Ils sont prioritaires pour. Aya, très bien. On continue. À partir de quel stade Oui, faut orienter le malade chez un néphrologue? néphrologue. Oui, oui, je vais répondre. On arrive, on y arrive. C'est pour ça que j'ai dit D'accord. je vais répondre. OK. Maintenant, Ok. le deuxième cas clinique, c'est le deuxième. Là, on va passer à un sexe masculin qui est âgé de 67 ans, toujours au-delà de retraité, c'est-à-dire qu'il est sédentaire, se présente pour la première fois en consultation de néphrologie. Tabagique, 35 paquets années. Hypertension constatée à l'âge de 52 ans, ça lui fait combien? À peu près 25 ans d'évolution d'ancienneté d'hypertension, pardon. Déséquilibre tensionnel depuis quelques mois, bon, traité par de l'amlodipine et l'hydrochlorothiazide. D'accord? Donc, il a deux antihypertenseurs, un inhibiteur calcique et un diurétique thiazidique. Mais il voit qu'il y a quelques mois, là, les derniers mois, il se sent mal. Il a des vertiges, des acouphènes, alors qu'il a 25 ans d'ancienneté d'hypertension artérielle. Alors, attendez, il y a des questions. Est-ce que c'est par rapport au parfait, la prise en charge des parvenus pour cette patiente? Très bien, on va voir les prises en charge tout à l'heure. Je vais répondre à toutes vos questions. Alors, ce malade, bien sûr, vous êtes un bon médecin, vous allez faire un examen clinique. Il pèse 70 kilos pour une taille de 1,70 m, donc l'IMC à 24, il est en surpoids, on est d'accord. Par contre, le périmètre abdominal, quand même, il est à 92 cm. On effectue un examen cardiovasculaire, le rythme est régulier, sans souffle. Pourquoi on cherche les souffles? C'est un grand tabagique, on va voir s'il n'y a pas d'abolition de souffle par rapport à des plaques d'athérome ou autres. Donc, il a 180, 95 aux deux bras, c'est-à-dire une moyenne de 2 mesures. Donc, il a pris la tension artérielle, il est pratiquement à 18 de systolique et même la diastolique, elle est élevée. Les pouces en présence en symétrique, souffle sur le trajet carotidien gauche. Que veut dire le souffle sur le trajet carotidien gauche? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ah, 15 ans d'anxiété, je suis pas bonne en maths. Certainement, je suis pas bonne en maths. J'avais dit quoi? Attendez. Je dois pas être. Alors, 67, oui. Oui, oui, il a 67 ans. J'ai mis dans ma tête qu'il avait 77 ans. Parfait. Merci de m'avoir corrigé. Alors, très bien. Donc, une sténose, des plaques d'athérome. C'est pour ça que quand vous avez des sujets à haut risque cardiovasculaire, l'examen clinique, ça reste euh, euh, l'outil diagnostique. Avant d'aller demander des bilans, examiner les patients. Comme ce patient-là, c'est un grand tabagique, c'est un sexe masculin, il est sédentaire, il déséquilibre tensionnel, donc il est très, très important de, voilà, des plaques d'athérome. Très bien. De rechercher, d'effectuer un examen clinique complet. Effectivement, trajet carotidien, peut-être il a une plaque d'athérome. Le reste de l'examen physique est sans particularité, omis de discrètes œdèmes. Chimie des urines, il a une albuminurie à 2 croix. D'accord? Lui, par contre, il a de l'albumine dans les urines. Oh, pardon. Alors, on a estimé le MDRD d'emblée parce qu'il vient chez le néphrologue, donc on a fait tout de suite. Il a un DLG à 32 millilitres pour 1,73 m de mètre carré. En ce qui concerne l'ionogramme, calimie à 4,4, donc il est pratiquement dans les normes. Hémoglobine, il a 10,7, 5. Est-ce que c'est... Qui peut commenter l'hémoglobine à ce stade? Qui peut me parler? Vous avez le taux d'hémoglobine à 10,5, un DFG estimé, un DRD à 32 millilitres minute. Regardez, uricémie 60, il a une calcémie à 78 mg par litre, phosphore à 49, cholestérol total 2,1, triglycérides, voilà, vous avez le bilan à côté. Il a une hémoglobine glyquée, par contre, lui, 5,5, il n'est pas connu diabétique. Et l'ACR à 380 mg par litre, par gramme, pardon, de créatinine. Sexe masculin, anémie. Alors, est-ce que l'hémoglobine à 10,5 suffit pour l'anémie, pour qualifier cette anémie? Qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'il faut demander? Est-ce que là, par exemple, vous allez l'orienter ou là, vous allez lui donner un traitement? Est-ce que l'hémoglobine 10,5 suffit? Qu'est-ce que vous allez demander? CCMH, oui. Et VGM, oui. Ça, c'est le bilan martial, ferritilémie. Et aussi le VGM. D'abord, on demande un VGM et CCMH pour typer l'anémie, pour dire est-ce qu'elle est microcytaire, hypochrome, est-ce qu'elle est macrocytaire, est-ce qu'elle est normocytaire, normochrome, oui ou non? Comment elle est l'anémie chez l'insuffisant rénal? Comment elle est l'anémie chez l'insuffisant rénal?
مازال l'érythropoïétine. Ça, c'est les causes. C'est-à-dire qu'il y a un déficit en érythropoïétine, bravo, normocytaire, normochrome. C'est vrai que l'hémoglobine, chez le patient qui a une maladie rénale chronique, elle est souvent normocytaire, normochrome parce qu'elle est de type inflammatoire, elle est due à un déficit de la sécrétion d'érythropoïétine. Mais on peut trouver une anémie microcytaire puisque la population algérienne, souvent, on a des anémies par manque d'apport. Et celui qui avait demandé la ferritinmie, oui, quand on a une maladie rénale, c'est une maladie inflammatoire, on peut avoir des carences en fer. Il faut toujours demander une ferritinmie quand vous avez une anémie pour voir si le stock martial est bon ou bien il faut supplémenter. Quand vous supplémentez en fer, les taux d'hémoglobine s'améliorent. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme commentaire par rapport à... très bien. Par rapport à son bilan. Un autre commentaire. Qu'est-ce qui est anormal ici? L'ACR, oui. L'ACR est très élevé, oui. Mais avant l'ACR, qu'est-ce qu'il y a? Calcémie basse. Il y a une hypocalcémie, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, si je regroupe, vous avez ici baisse du débit de filtration glomérulaire. Une anémie, eh ben, je vais vous dire, elle est normocytaire normochrome, donc certainement type inflammatoire. Il y a une calcémie. L'uricémie, on verra. Calcémie, oui. Et hypocalcémie, très bien. Alors, l'HbA1c, qu'est-ce qu'il a le... Il y a un problème. L'hémoglobine glyquée. Alors, c'est lui qui va parler. Uricémie limite. Alors, oui. Regardez. L'examen du fond d'œil, donc Le il bilan a... lipidique. Oui, le bilan lipidique. Alors, vous me dites, le bilan lipidique, qu'est-ce qu'il a? Cholestérol augmenté. Il y a hypercholestérolémie Oui, légère et les oui. triglycérides aussi qui sont C'est-à-dire que l'objectif, au-delà. Et oui, c'est-à-dire que quand je vois ce patient, l'âge, l'ancienneté de l'hypertension artérielle, il n'a pas le droit d'avoir encore des facteurs de risque surajoutés de cholestérol, de triglycérides. C'est un fumeur. Donc, il a toutes les conditions sont réunies pour qu'il développe des plaques d'athérome. Donc, c'est un athéromateux. C'est un patient à haut risque. Et par rapport à la CR, il est à très haut risque de cardiovasculaire. D'autant plus qu'à l'examen, il a une rétinopathie hypertensive stade 3 et l'échographie cardiaque, il a une HVG. Donc, il a déjà un bilan de retentissement d'hypertension artérielle, notamment sur le cœur et sur le rein. Je vais voir vos commentaires. Ah, voilà. Maintenant, on va revenir à ce fameux color scoring, c'est-à-dire le score coloré. On va classer. Alors, LDLV n'est pas l'objet dans l'objet l'hémoglobine basse, donc sous-estimation. Très bien, oui, parce que quand vous avez la sous-estimation, très bien, de celui qui avait fait le commentaire. Alors, maintenant, je vous ai dit, on va parler de le pronostic de la maladie rénale chronique, mais aussi couplé au haut risque cardiovasculaire. Donc, la MRC, la maladie peut être classée d'après la cause, la cause, DFG estimé, l'albuminurie. Voici les différentes catégories d'albumine. C'est ces catégories, hein, d'accord? A1, A2, A3. Et là, vous avez en fonction du débit de filtration glomérulaire. Le patient, où est-ce qu'il peut être ici? Alors, attendez, vous le patient ici. Vous me donnez le stade, hein? Je vous ai montré tout à l'heure. Alors, le stade, votre patient, on l'avait dit 32 millilitres minute, ACR 380, c'est ça? Oups, pardon. Oh là là. Je chauffe les chats. Alors, classez-moi le patient. Winhato. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu? Rouge. Mais attendez, rouge, شحال? Alors, G3B, A3. G3B, on avait dit qu'il avait 32 millilitres minute, tout à fait. A3, il est ici. A3, c'est ça? Très bien. Alors, on va voir, il est G3B A3. Très bien. Il est à très haut risque cardiovasculaire. Et voilà. Donc, regardez les couleurs. Le risque de progression de morbidité, de mortalité est classé par couleur. Donc là, non seulement vous allez classer le risque de progression de la maladie rénale, la morbidité, la mortalité, c'est-à-dire le risque cardiovasculaire de votre patient. Vert, c'est risque faible, il est bon.
tranquille. C'est comme les feux rouges. Absence d'autres marqueurs de maladie rénale, c'est-à-dire que même ici, il n'y a pas, regardez, l'ACR est inférieur à 30 mg, donc il n'y a pas de marqueur. Jaune, risque modérément accru. Orange, il est dans le risque élevé. Le rouge, risque élevé. Rouge foncé, risque très élevé. Alors, on va chez un spécialiste, vous allez voir. Donc, quand vous avez ici, là, vous pouvez garder votre patient. Il est diabétique hypertendu, vous le suivez, vous faites une estimation des filtration glomérulaire. Vous allez demander des contrôles en fonction du DRG tous les 6 mois, tous les ans. Il ne faut pas oublier de demander l'ACR aussi, c'est un facteur de progression. Ici, vous commencez à raccourcir les délais de consultation, mais quand vous êtes dans le rouge, il faut envoyer un spécialiste, notamment un néphrologue. C'est-à-dire quand vous avez déjà un DRG qui commence à baisser, aux alentours de 30, il faut envoyer au spécialiste, notamment le néphrologue. Ça, c'est pour répondre, envoyer chez le néphro. Bravo. Donc là, on envoie. Et ça, c'est le caloscolie que vous allez trouver. Vous pouvez prendre des références. C'est le pronostic d'après les catégories, donc Cadigo 2012. Là, vous pouvez faire un screenshot et à chaque fois que vous avez un patient, vous allez pouvoir le classer en fonction de la progression de la maladie rénale, en fonction de risque de morbimortalité chez ce patient-là et dire s'il est à très haut risque ou à risque faible de développer une maladie rénale, la progression et aussi le risque cardiovasculaire. Est-ce que tout va bien? Alors, Hadish Doha, je suppose, c'est connu, la face cachée de l'iceberg. C'est vrai que malheureusement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire on continue à recevoir les patients quand ils viennent chez nous. Ils viennent déjà 15 minutes, voilà, 15 minutes, je vais le préparer à la dialyse. Je peux venir ralentir la progression de la maladie rénale. Il vient avec des complications cardiaques, il vient souvent avec des plaques d'athérome, des fois stenté, déséquilibre glycémique, il est sous insuline, c'est ce qu'on avait dit. Donc, on l'avait dit par rapport à l'insuline. À partir d'un DFG inférieur ou égal à 30 millilitres, c'est vrai qu'on favorise l'insuline. Donc, à ce moment-là, et malheureusement, ça, quand ils arrivent, ils ne sont pas préparés. L'objectif, c'est de recevoir des malades à un stade précoce, surtout quand il y a une maladie génétique, maladie héréditaire, etc., et les prendre en charge. Quand on les reçoit là, on essaie de ralentir la progression de la maladie rénale. Et malheureusement, même s'ils arrivent ici, l'objectif, c'est qu'ils arrivent dans de très bonnes conditions et améliorer la qualité de vie. C'est-à-dire, mais avec une hémoglobine à 6, au contraire, on a déjà commencé le traitement des l'érythropoïétine, les chélateurs de phosphore, on a déjà supplémenté en fer avec du fer injectable, au moins qu'ils arrivent dans de très bonnes conditions avec un très bon abord vasculaire. S'il a choisi l'hémodialyse, on confectionne déjà, on pose la catéter utilisée, on confectionne une fistule. Attends, mais chez nous, quand ils arrivent, ici, c'est ouf, c'est tout le monde, il faut voir, hein, quand ils arrivent là, la famille est inquiète, ils sont stressés, ils viennent, ils vous mettent de la pression, le malade, il comprend pas ce qui lui arrive, il vomit dans un état général. Et là, et quand il décède, il comprend pas. Il faut le mettre parce que met dialysé. Non, il n'est pas mort parce qu'il n'a pas dialysé, parce qu'il n'a pas été préparé et on n'a pas agi sur les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je vous dis, il est à haut risque cardiovasculaire. Il dit, il arrive quand le parce que canal doluré, mettre ma dialyse. Non, parce qu'il avait déjà des événements cardiovasculaires, il peut faire une mort subite, un infarctus du myocarde. Ce n'est pas que la dialyse. Donc, prendre en charge précocement votre malade, même si il passe toutes ces barrières, déjà là, essayez de faire en sorte que le patient arrive en dialyse avec dans de meilleures conditions, avec une très bonne qualité de vie. Vous voyez, par exemple, à l'étranger, quand on voit dans des centres de dialyse, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir faire la part des choses en train de dialyser un sujet sain parce qu'il reçoit son érythropoïétine, parce qu'il a eu le temps d'être préparé. Nous, quand il arrive, il a le teint déjà bruni, il vomit, il a déjà le phosphore. Par quoi commencer? D'accord? Donc, votre patient, il est en G3B. Oui, c'est ce qu'on avait dit. À 3,32 millilitres minute, il est pratiquement à un stade assez avancé. Regardez, très, très, très avancé. Donc, que faire? Alors, voici la classification de l'autre patient. Il est là. Il est là. Et là, ça va lui tomber comme quand le malade vient chez vous, il a ce bilan-là, et vous allez lui dire, non, monsieur, avec insuffisance rénale, oui. Oh là là, il faut voir, hein. Il faut voir. Et on n'est pas doté forcément de psychologues dans toutes nos consultations. D'accord?
Donc, je suppose que c'est des cas qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand c'est un sujet, imaginez que quelqu'un qui ramène son père âgé de 80 ans, des fois 88 ans, vous allez lui annoncer qu'il va faire de la dialyse. Pour lui, moudrir, 88 ans faire de la dialyse, c'est stressant, c'est astreignant. Alors, l'exemple échographie, à quel stade de la merci qu'il faut le faire? Non, non. Chauffez, l'échographie rénale, il n'y a pas de stade. L'échographie rénale, on est censé avoir tous une échographie abdominopelvienne. Vous avez, on ne sait pas ce qu'on a. Est-ce que vous avez deux reins, vous n'avez pas une vésicule idiadique? Oui, il y a des surprises. Une échographie rénale, c'est, je vous ai dit, il n'y a pas de date de naissance de la maladie rénale. Il n'y a pas de date de naissance de diabète, l'hypertension. Parce que quand il vient chez vous, il dit que quand vous posez l'interrogatoire, il va vous dire oui, ça fait un moment, une prière, ça fait au moment là, c'est. En fait, vous n'avez pas de date de naissance. Donc, il faut toujours mentionner découverte de diabète, découverte telle date. Mais il ne faut pas dire une ancienneté de telle. Non. Après, l'échographie abdominopelvienne ou rénale, elle doit figurer dans le livret de famille de votre patient. Un début. Après, on peut redemander une échographie, certes, dans l'évolution, et surtout quand vous suspectez une note aiguë. Par exemple, il a un adénome de la prostate, par exemple, il y a une l'ichthyase rénale. Oui, on a le droit de redemander. Et son intérêt, j'avais dit tout à l'heure, on m'avait demandé l'intérêt qu'il faut faire et son intérêt. Son intérêt, est-ce qu'on voit le rein d'œil nu? Non, on ne sait pas. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir deux reins? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir de polykystose? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir une situation normale de rein? Et aussi, ça renseigne sur le parenchyme. C'est comme le bilan de l'hémoglobine. Une hémoglobine normocytaire normochrome avec un DFG bas. Déjà, DFG, ça vous renseigne sur la fonction rénale. L'hémoglobine basse, donc vous pouvez toujours attacher et dire que c'est une anémie due à déficit d'érythropoïétine à cause de l'insuffisance rénale, à cause de la maladie rénale. Donc, l'échographie, vous allez voir déjà la taille des reins. Est-ce qu'ils sont paratitinés? Est-ce que le parenchyme est conservé? Déjà, ça vous renseigne sur le caractère chronique. Après, il y a d'autres pathologies, des maladies rénales, indépendamment du diabète, l'hypertension. Par exemple, il fait un syndrome néphrotique. On explore, on fait, on n'a pas dans l'enquête étiologique, ça ne nous avance pas, c'est-à-dire on fait un bilan auto-humain qui est négatif. Il n'y a pas de signe d'appel extra-rénaux, il n'y a pas de signe extra-rénaux. Parfois, donc on est appelé à faire une ponction biopsie rénale. Et si on n'a pas d'échographie, si on n'a pas des tailles qui permettent de réaliser la ponction rénale, eh ben, on ne peut pas faire. Alors, je reprends. Alors, le malade, ça lui tombe, je vous ai dit, c'est un problème. Que faire? Et voilà, donc encore une fois, je vous ai dit, vous pouvez télécharger, vous avez plusieurs, vous mettez juste, vous pouvez prendre ces références, Caligo, pour la classification de la maladie rénale, vous avez ça. Et à ce moment-là, pour répondre à la question encore une fois, à quel moment, regardez, dès que vous avez un ACR très élevé, que ça soit avec un débit de filtration glomérulaire, un stade 3, un stade maladie rénale 3 ou 2, mais dès que vous avez l'ACR très élevé, il faut orienter vers le néphrologue. Ici, vous voyez bien qu'on a le suivi de médecin généraliste, vous êtes habilité à prendre en charge ce genre de patient. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, un peu dans la théorie, pour comprendre quelle est la différence. Sont un danger. S'il vous plaît, est-ce que les kystes extra-rénaux, quel branchement thérapeutique adapte pour atteindre l'objectif? Ah, ok. Kystes extra-rénaux, qu'est-ce que vous voulez dire par les kystes extra-rénaux? Un peu plus de détails. Alors, maintenant, je reviens à la triste réalité. Quand vous dites quelqu'un qui vient 80 سنة تقولوا الحاج لازم dialyser. Alors, ça c'était autrefois quand on annonçait ça. Vous savez, sa vie s'arrête. La dialyse, il va voir avec الماشينة الدم 3 مرات في السمانة رايح جاي ما ناكلش ما لازمش نشرب ما لازم ناكل. Après, le coût, malheureusement, l'assurance. On n'a pas. Il y a beaucoup de patients qui ne sont pas assurés sociaux. Les structures hospitalières ne peuvent pas prendre en charge tous les patients dialysés. Il n'y a pas de place. Donc, il y a maintenant des centres d'hémodialyse privés, mais comment? Il n'a pas d'assurance, il n'a pas cotisé, ou l'a jamais Donc là, c'est un problème. Alors, je vous ai dit, quand vous annoncez l'insuffisance rénale, la dialyse, le coût, la qualité de vie, et ça, il n'y a pas que le sujet, je parle du sujet âgé de façon globale, mais il y a des jeunes qui arrivent, hein. Insertion socio-professionnelle, qui va me prendre en charge? Est-ce que je peux me marier? La femme, est-ce que je peux avoir des enfants? Et je vous dis qu'il y a des femmes, le jour où on a annoncé l'insuffisance rénale chronique, leurs conjoints les ont quittés. Donc ça, c'est une prise en charge multidisciplinaire, psychologique. Il faut avoir
la finesse d'annoncer. Sur quel argument vous allez annoncer? Il faut avoir des preuves pour dire qu'il y a une insuffisance. Et quand on dit insuffisance rénale chronique, c'est l'insuffisance rénale, ce terme-là. Parce que كي تقولوا عندك كلاويك ما مش يمشوا عندك قصور كلاوي. Voilà l'insuffisance rénale chronique. Boum. Par exemple, imaginez si je reviens en arrière au sujet qui avait 32 millilitres minutes ou à la femme qui avait 41 millilitres minutes. Est-ce qu'on est en droit de lui dire عندك insuffisance rénale قصور كلاوي كراح على dialyse؟ عندك مرض كلوي مزمن كما تقولوا عندك ديابيت مرض مزمن عندها مرض كلوي مزمن واش معناتها مرض كلوي مزمن c'est-à-dire عندك المرض رينال chronique parce que le diabète أثر على الكلاوي تاعك. Maintenant l'objectif c'est de ralentir cette maladie rénale, éviter d'arriver à l'insuffisance rénale chronique terminale qui veut dire épuration extra-rénale. Donc faites très attention quand vous annoncez les choses parce que ce patient, vous risquez de ne plus le revoir. Il peut vous faire un IVM sur place. Après, le problème, t'as la famille. Le problème, il dit كيفاش ما عرفناش والطبيب اللي شافو نهار الأول ما عرفلوش. Et qu'est-ce que c'est? Et je vous dis, vous allez rentrer dans des considérations qui nous dépassent, nous, comme médecins. Fortuite échographie. Alors, kyste, on peut laisser la question. À la fin, je vous répondrai par rapport au kyste. D'accord? Donc, voilà. Donc, il manque. Et généralement, quand il y a une structure multidisciplinaire, c'est-à-dire vous avez le néphrologue, vous avez le psychologue, vous avez le diététicien. Donc, il y a l'approche et la finesse. Comment annoncer la maladie rénale, mais il faudrait avoir les arguments nécessaires pour. Autre chose. Alors, je reviens aussi, je réponds à une question qui nous revient tout le temps. كي تقول واحد فوالا كلاويك راه ما مشيتو يقول لك بصح بين زوج ولا واحد ولا اما هو الدروا ولا الدروا لو غان droit ou le rein gauche. Non. L'insuffisance rénale chronique terminale veut dire la détérioration du fonctionnement des deux reins. زوج ما يمشيوش. D'accord? باش يكون كي تقول عمى ماشي عين وحده بين زوج. Donc le rein pour avoir une insuffisance rénale chronique terminale, il faut avoir les deux reins ne fonctionnent pas. Mais à condition qu'il faut avoir la preuve biologique, c'est-à-dire une estimation du débit de filtration glomérulaire sur des critères biologiques avec un taux de créatine, une échographie rénale, on peut l'avoir. Sauf exception, la taille peut être conservée quand on a des maladies comme le diabète, comme le myélome, comme qui gardent la structure de l'infiltration, les reins peuvent conserver leur taille. Alors, l'insuffisance rénale chronique correspond à une élévation du taux de la créatine dans le sang, c'est-à-dire biologique, et une baisse des filtration glomérulaire, mais il faut que ça soit donc prouvé. Maintenant, en néphrologie, il y a eu énormément de progrès. Il y a maintenant ce qu'on appelle, attendez, je vais voir la question, pour l'ACR, est-ce qu'on en demande régulièrement chez diabétiques hypertendus dans le cas du suivi? Oui, l'ACR est systématique. Il faut la demander chez tout patient ayant des maladies chroniques. Oui, parce que je vous ai dit que le rein est au carrefour des spécialités. Il faut demander l'ACR. L'ACR, c'est l'extériorisation de la souffrance rénale qui vous permettra de prendre en charge votre patient et de le classer. Je vous ai montré le score coloré. Si vous n'avez pas d'ACR, vous ne pouvez pas classer votre patient. Alors, là, ce n'est pas pour vous, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a eu énormément de progrès par rapport aux différentes formules. Maintenant, l'estimation est obligatoire. Et je vous ai montré tout à l'heure, vous avez l'MDRD, vous avez l'estimation CKD, IP, c'est-à-dire isotopique. Alors, maintenant, je passe. Maintenant, on va rentrer. Quelle est la différence entre insuffisance rénale chronique et maladie rénale chronique? Il y avait une ancienne classification, le Kadoki. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, le fameux triangle. L'insuffisance rénale, je vous ai dit, quand on parle d'insuffisance rénale débutante, modérée, sévère, c'est vrai qu'on estimait le débit de filtration glomérulaire. On prenait en considération les marqueurs de l'atteinte rénale, l'albuminurie, hématurie, leucocyturie, polyurie, polykystose. Donc ça, on peut avoir des signes d'atteinte rénale sans pour autant avoir une baisse de DFG. Mais voilà comment on rédigeait notre ordonnance et on dit insuffisance rénale terminale, voilà. Donc, ces classifications ont permis de définir cette insuffisance rénale, mais plus tard, il y a eu des problèmes de cette définition. Pourquoi? Quand on a pu démontrer la valeur de l'albuminurie du DFG et leur association avec le taux de mortalité. Et à ce moment-là, on a revu cette classification de Kadoki et on a introduit cette MRC. C'est-à-dire, la différence, c'est que l'insuffisance rénale chronique, à la dialyse, inférieure à 15 minutes, classe. C'est bon, on ne peut plus revenir en arrière. Pardon?
Il y a quelqu'un qui demande quelque chose? Non? OK. Alors, l'insuffisance rénale chronique, c'est la phase qu'on voit de l'iceberg. C'est l'iceberg. La phase cachée de l'iceberg, tout ça est la maladie rénale chronique. C'est quoi ce qui se passe ici? Voilà. C'est quoi? L'insuffisance rénale est un des signes de la maladie rénale. Vous avez vu tout à l'heure, on a estimé le DFG, on a cherché la CR. On ne s'est pas contenté du DFG. On aurait pu dire, voilà, DFG 32, insuffisance rénale modérée, c'est bien. On est parti systématiquement chercher la CR pour compléter le stade de la maladie rénale chronique. Et ces gens qui sont là, ils ont des DFG, soit un taux tout à fait normal, mais ils ont des marqueurs de maladie. Quelqu'un qui a un syndrome néphrotique, il n'a pas forcément une insuffisance rénale. Quelqu'un qui a un lupus n'a pas forcément une insuffisance rénale. Il peut avoir un retentissement sans défaillance de la fonction rénale. Quelqu'un qui a un diabète, il n'est pas obligé d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale. Il peut avoir un diabète qui est un facteur de risque qui peut retentir sur le rein. Donc, tout ça constitue la maladie rénale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé l'importance de cette albuminurie et des différents marqueurs sur l'impact de la santé du patient, la mortalité du patient, donc on est revenu sur les définitions. Donc, le modèle conceptuel de la maladie rénale chronique, c'est quoi? Beaucoup de maladies évoluent longtemps sans insuffisance rénale. Vous êtes d'accord? Un hypertendu n'est pas obligé d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale. Un diabétique, un lupique, quelqu'un qui a un B7, quelqu'un qui a un néo, quelqu'un qui a un myélome, quelqu'un qui a pris des médicaments, peut-être c'est aigu, mais pas forcément. Donc, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est qu'on peut avoir une maladie rénale sans insuffisance rénale. Donc, l'approche, quand vous annoncez à quelqu'un, quand il vient avec une clearance à 60 millilitres minute, ما تقولوش عندك insuffisance rénale قصور كلوي عندك مرض كلوي مزمن باسكو عندك كذا اثر على الكليه تاعك دوك نداويوك pour ralentir. Donc vous voyez l'importance d'annoncer insuffisance rénale et de dire maladie rénale. Donc beaucoup de maladies évoluent longtemps et là d'où l'importance de détecter les facteurs de risque de maladie rénale. C'est là, je reviens à la dame qui m'a demandé la CR. Oui, on demande la CR. On n'est pas obligé d'avoir une insuffisance rénale, il peut avoir une albuminurie. Et l'albuminurie, il y a des molécules qui permettent de réduire cette albuminurie et qui est elle-même facteur prédictif de complications cardiovasculaires, notamment les molécules organoprotectrices. Vous le connaissez tous, cérébro, cardio, néphroprotecteurs, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Et maintenant, nous avons les IGLT2. Donc, il y a des molécules qui ont prouvé leur effet sur le ralentissement de la maladie rénale chronique. C'est pour ça que c'est très important de classer votre patient pour pouvoir mettre la molécule ou le médicament qui est important pour pouvoir ralentir la progression de la maladie rénale et éviter l'arrivée à l'insuffisance rénale chronique terminale. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui arrive, il a 9 millilitres de clearance, là, c'est avec la dialysée. Mais après, qu'est-ce qu'il a? La tension تطلع علاش parce qu'il y a la volodépendance, il va développer des œdèmes parce que le rein n'arrive plus à éliminer les déchets et le sel, donc il faut mettre un natriurétique type furosémide qui agit, qu'on peut répéter à plusieurs reprises, donc le courte durée d'action, mais qu'on peut renouveler. Par exemple, à ce moment-là, inférieur à 15, on favorise les diurétiques furosémides. Vous avez vu, on peut donner même de fortes doses, des doses néphrologiques. On arrive jusqu'à 1 gramme parce qu'il faut dépléter. Mais avant d'arriver à la dialyse, il faut dépléter et pour pouvoir baisser cette tension artérielle. Or que quand un malade arrive à 60 millilitres minute, il a une hypertension artérielle, on pense à l'organoprotection. Il faudrait que j'évite qu'il ait des complications cérébrales, neurologiques, complications cardiaques, rénales. Donc, je donne des molécules qui ralentissent. Vous voyez, la prise en charge est très différente. Quand on travaille dans la foulée, dans l'insuffisance rénale, on ne pense à une seule chose, c'est dialyser. Alors, faites attention, quand vous dites à quelqu'un insuffisance rénale, il va directement la dialyse. Or que, il a 60 millilitres minute. قولوا non, عندك مرض, احنا نعطيك دواء, il faut éviter ça. ولا تاكل مالح نقص, ولا تشرب les anti-inflammatoires, بالك تزيد تشرب les anti-inflammatoires sans consulter le médecin, ولا يكون يقولوا لك تروح دير سكانر ويعطوك برودوي دو كونتراست لازم تجي تقول لي باش نحسب لك الدي اف جي باش نعرف qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les mesures à prendre parce que ça peut aggraver et accélérer la progression de la maladie rénale. Donc, détecter les facteurs de risque, et ça, c'est important, l'interrogatoire doit être minutieux, policier. Une fois qu'on détecte, classe, comment agir
sur ces facteurs de risque. Je dois équilibrer la tension avec les bonnes molécules. Je ne donne pas donc les traitements comme ça. Il faut avoir des objectifs. Je donne traiter un hypertendu qui a une HTA essentielle sans maladie rénale est une chose. Traiter quelqu'un qui a une hypertension artérielle avec maladie rénale, c'est une autre chose. Parce que là, il a une maladie rénale. Donc, je dois agir. Je dois avoir plusieurs objectifs. Les dégâts. Une fois qu'il y a les dégâts, comment traiter les troubles de comorbidité et ralentir la progression. Maintenant, le malade m'a dit, Jack, il avait par exemple, 45 minutes, il a une anémie. L'anémie, c'est un facteur aggravant des complications cardiovasculaires. Et maintenant, il faut que je traite l'anémie. Il a une hypocalcémie, il faut que je supplémente. J'évite avec l'hyperparathyroïdie les complications osseuses qu'on avait. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'uricémie. Donc ça, il a ça. Donc je dois prendre la fiche et agir sur chaque dégât et traiter. Après, s'ils arrivent ici, malheureusement, un DFG très bas, préparer la suppléance rénale. Et quand je dis préparer la suppléance rénale, mais bon, vous allez l'orienter, normalement, ça relève aussi du néphrologue, mais il y a des médecins généralistes qui travaillent avec nous dans des services de néphrologie, et parfois dans des zones, il y a le médecin généraliste, il est confronté à être seul à prendre en charge ce type de patient. Donc, à ce moment-là, quand on prépare, c'est une préparation psychologique, diététicienne. Il faut qu'il y ait une prise en charge même de l'entourage, du patient. Il faudrait qu'il arrive dans de très bonnes, non, je veux dire dans de bonnes conditions à l'épuration extra-rénale, pas dans une catastrophe. C'est-à-dire que si on arrive à agir ici, c'est très bien, le concept de néphroprotection, organoprotection, donc on va éviter tout ça. S'il arrive ici, il y a déjà des facteurs, on agit, comme la patient qui arrive avec une hypertension 160, donc il faut peut-être revoir le traitement. Chez le patient qui arrive à 32 millilitres, on va revoir cette anémie, cette calcémie, cette hémoglobine glyquée, tout ce qui s'ensuit, sans cholestérol, sans triglycérides. Et si on est là, c'est là où il faut travailler en collaboration avec les différents spécialistes pour éviter qu'il arrive en catastrophe et éviter surtout cette mort subite et cette défaillance cardiovasculaire. Donc, insuffisance rénale n'est qu'un signe, comme l'anémie, de la maladie rénale chronique. C'est-à-dire, on peut avoir un DFG sans avoir une insuffisance rénale. Avez-vous des questions? Jusque-là, je vais voir. Est-ce que c'est clair? Alors, le calcul enclavé, attends. Le calcul enclavé avec hyponéphrose chronique peut conduire à l'insuffisance. Alors, maladie de Berger sans comorbidité, évolution vers l'IRCT est-elle inéluctable? Alors, la maladie de Berger, c'est la néphropathie. Je vais sortir hors sujet ici. La néphropathie mésangée à la dépôt d'IgA, donc c'est ce qu'on appelait au nom propre Berger, c'est une maladie rénale. Donc, c'est un patient qui est considéré comme porteur d'une maladie rénale chronique. Alors, la maladie de Berger, c'est tout un contexte. Il faut faire une évaluation de la fonction rénale. Il faut faire une évaluation, donc je suppose qu'il a une hématurie microscopique. Et maintenant, s'il a d'autres associations, s'il a un syndrome néphrotique, s'il a une albuminurie, un syndrome de néphropathie glomérulaire, je suppose qu'il a fait une biopsie rénale pour parler de maladie de Berger. Et c'est sûr que c'est un malade chez qui on doit zoomer et suivre de près. Parce que oui, il peut développer une insuffisance rénale chronique terminale s'il n'est pas pris en charge, s'il n'est pas pris en charge à temps, s'il n'est pas traité avec les molécules nécessaires. Et là, la prise en charge est différente, hein. C'est-à-dire les corticoïdes, parfois des immunosuppresseurs. Il faut rechercher les autres facteurs de comorbidité, le sexe masculin, s'il a développé d'emblée une glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est-à-dire une dégradation. Donc, il y a des facteurs de mauvais pronostic. Alors, un mot sur la calémie avec la maladie rénale chronique. Oui, je vais vous dire, c'est parfait, on demande toujours protéinurie des 24 heures. Alors, la protéinurie des 24 heures, je vous ai dit, quand vous demandez la CR, la protéinurie des 24 heures, on peut la demander quand on fait des analyses des urines de 24 heures, quand on cherche ionogramme urinaire. Ça nous arrive de la demander quand les patients sont hospitalisés, quand ils ont des syndromes néphrotiques importants, profonds, avec un taux d'albumine bas. On demande la protéinurie pour essayer de voir le follow-up, le suivi quand on donne un traitement. Mais ils sont souvent hospitalisés et on demande toute une panoplie de traitements, mais on est sûr qu'il a collecté ses urines de 24 heures. Alors, la calémie. Oui. Alors, l'urécréatine suffit pour faire l'IRM ou le scanner. Oui, le bilan rénal est très important pour demander une imagerie rénale, notamment la TDM. La TDM avec produit de contraste, c'est-à-dire la tomodensitométrie.
Quand on demande avec polyuréthrie de contraste, c'est très, très important d'avoir un bilan rénal avant, pendant et après. Après, tout dépendra de l'urgence, du pronostic vital. Si on doit faire une TDM, parce que c'est très important, c'est un examen qui va permettre de faire le diagnostic. Parfois, ça sera au dépend d'une séance de dialyse. Il peut faire une insuffisance rénale aiguë après, comme il peut conserver sa fonction rénale. Il faut une bonne réhydratation et une préparation du patient. Alors, la calémie, avec l'insuffisance rénale, on est sujet à faire des hypercalémies. Effectivement, quand le débit de filtration glomérulaire baisse, parce que le problème, c'est que le rein a du mal à accomplir ses fonctions d'élimination des déchets. Donc, il y a une rétention de ce potassium. Donc, ils sont sujets à l'hypercalémie. Mais souvent, ces malades, quand il y a une insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire qu'il est assez avancé, inférieur à 30 millilitres, je vous ai dit qu'on favorise furosémide, c'est natriurétique, mais fait l'équilibre par rapport à l'hypercalémie. Surtout que ces patients-là sont souvent traités par des bloqueurs du système rénine-angiotensine que eux-mêmes sont hypercalémiens. Avec le furosémide, on fait l'équilibre. Alors, l'hypercalémie est encore plus majeure et importante quand il a une anurie. Quand on a une diurèse conservée, on n'est pas forcément en hypercalémie, mais quand on a une anurie avec les traitements hypercalémiens, oui, là, à ce moment-là, c'est une menace. Et des fois, quand il y a des signes électriques, on est obligé de dialyser. Alors, what else? Ça devient systématique un bilan rénal avant de faire une exploration avec produit. Oui, 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 le bilan rénal, d'ailleurs, les fiches de radiologie, que ce soit dans le privé, dans les structures hospitalières ou publiques, il y a la fiche où le bilan rénal est demandé systématiquement. Donc là, il n'y a plus de problème. Les progrès se font. C'est comme l'estimation de débit de filtration glomérulaire. Les laboratoires vous rendent l'estimation avec la formule sur laquelle le DFG a été estimé. Même pour la radiologie, nous n'avons aucun problème. C'est demandé systématiquement. Je vous dis, sauf dans le cas de l'urgence ou une coro, parfois. Alors, maintenant, les CADIGO 2010, c'est les CADIGO, c'est les Kidney Disease Improving Global Outcome, c'est-à-dire vous allez trouver ces classifications, mais vous n'êtes pas obligé de la retenir. C'est juste pour vous dire que maintenant, l'évaluation et la classification, la stratification, donc la maladie rénale se fait en fonction de différents paramètres. On ne parle plus, je vous explique, l'insuffisance rénale n'est qu'un facteur. Là, la maladie rénale, c'est clair, la définition ne changera pas. C'est une anomalie de la structure ou de la fonction. Vous avez vu, soit vous avez un débit filtration qui est bas, et une anomalie de la structure, vous avez une polykystose, vous avez, je sais pas, un rein ptosique, vous avez des anomalies qui peuvent être là sans baisse de débit de filtration glomérulaire, une maladie rénale évolutive, des néphropathies glomérulaires, des néphropathies interstitielles, une maladie rénale, c'est-à-dire diagnostiquée par biopsie rénale. On peut avoir des maladies systémiques, un lupus, elle a le droit de faire une atteinte rénale retentissement, mais sans dégrader la fonction rénale. Et bien sûr, la définition de la chronicité est liée à la durée qui est au-delà de 3 mois, ayant des implications pour la santé. Et ce terme-là est très important. C'est là où on a fait la corrélation avec l'albuminurie et on a dit que, attention, ces patients peuvent être classés et être à haut risque cardiovasculaire et avoir une sévérité de développement de la maladie rénale. Alors, la définition, comment peut-on comparer cette définition? C'est-à-dire qu'elle reste inchangée, mais je vous ai dit, c'est surtout l'impact sur la santé. Alors, les critères chroniques par rapport à la durée, contrairement à la note aiguë, les marqueurs de dégâts, 1 ou plus, et DFG est estimé quand il est inférieur à 60 millilitres, il est en MRC. Alors, le marqueur de dégâts, encore une fois, vous avez soit de l'hématurie, l'albuminurie, on les a retrouvés ici. Attendez, pardon, il y a une question. Un mot pour les INS. OK, je reviendrai. Alors, oui. Alors, c'est très important quand je vous dis durer au-delà de 3 mois. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait de demander le bilan antérieur. Même s'il a fait il y a un, vous demandez, ça vous permettra de comparer avec le bilan actuel. Bon, après, il y a des signes d'appel de chronicité, des signes aigus. Généralement, le malade qui a une maladie rénale chronique, c'est un malade qui tolère. Classe Welf. Par contre, celui qui vient aux urgences IRA, rhabdomyolyse ou la leptospirose, est dans un état catastrophique, il vomit, il y a des signes extra-rénaux. Donc, on le voit, on peut distinguer rapidement. Alors, ce que je dirais par rapport aux marqueurs, les marqueurs de dégâts rénaux. Regardez. Albuminurie, c'est-à-dire vous faites l'ACR, vous avez une ACR élevée sans avoir un DFG bas. C'est un marqueur de souffrance rénale.
Vous avez une anomalie de sédiment urinaire, vous avez une leucocyture persistante, une hématurie microscopique, anomalie électrolytique ou autre due à une tubulopathie. Par exemple, les tubulopathies hypokaliemiantes. Il y a beaucoup de pathologies hypokaliemiantes qu'on retrouve avec des troubles, notamment par rapport au pH. Ça, c'est des maladies très spécialisées. On peut avoir des malades qui ont fait des biopsies rénales pour raison X et on trouve une maladie rénale pour laquelle, notamment ce que vient de dire votre collègue, la maladie de Berger ou la néphropathie de l'hypodigia, il a une maladie rénale, il n'a pas encore d'insuffisance rénale, mais pour laquelle il est suivi. Ça, c'est un élément marqueur de dégâts rénaux. Anomalie structurelle détectée par l'imagerie, une polykystose, une maladie de jonction, il y a il y a des fois des tuberculoses urogénitales qui font en sorte que vous avez un rein en fer à cheval. Il y a des anomalies morphologiques et aussi antécédents de greffe de rein. D'accord? C'est-à-dire, c'est un greffier, il est porteur d'un greffon et aussi, il mérite d'être suivi d'une manière particulière, d'autant plus qu'il prend des médicaments immunosuppresseurs. Donc, MRC chronique supérieur, un mot sur hypertension néphropothécaire, action de l'inhibiteur classique sur l'amélioration du DMJ. OK. Alors, vous avez chronicité, c'est 3 mois. Les marqueurs, on n'est pas obligé d'avoir une insuffisance rénale pour parler maladie rénale chronique, mais vous avez des marqueurs en faveur. Sinon, je vais voir si j'ai mis des plaques. Attendez. Alors, là, c'est bon. Vous avez compris à quel moment on adresse. Et encore une fois, ACR, DFG, estimation, c'est très important d'avoir ces classifications CADOGI par rapport à ça. Alors, ce qui diffère entre l'ancienne appellation où on parlait d'insuffisance rénale, bon, le DFG est le même, mais là, c'est l'implication pour la santé. C'est ce qu'avait dit tout à l'heure Dr Bougam, que c'est un problème de santé publique. Il suffit pas d'avoir un malade, l'envoyer donc en dialyse, parce que le malade qui sera en dialyse, il va avoir besoin parfois de stent, parfois donc de stent. Il va avoir parfois il a un problème de parathyroïde, donc il est lourd. Il faut des injections d'érythropoïétine, il faut du fer injectable, il faut du calcium. Et ça coûte énormément cher. Alors que si on arrivait à prendre en charge précocement les malades avec une molécule néphroprotectrice, notamment, je répète, les molécules que vous prescrivez, c'est-à-dire les sartans, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, vous avez les ARA2, vous avez les IGLT2 maintenant qui ont fait leurs preuves, surtout chez ces patients diabétiques avec des problèmes cardiovasculaires, maladies rénales, qui permettent de ralentir la progression de la maladie rénale. Et aussi, ils ont montré un bénéfice sur l'anémie. Donc, notamment, le trio qui associe l'anémie, qui associe les cardio et les néphrologues, parce que le patient en maladie rénale, il a une anémie, et l'anémie n'arrange pas le problème cardiaque. Alors, si on arrive à donner une molécule qui peut agir sur le ralentissement de la progression de la maladie rénale et sur l'atteinte cardiaque, c'est les IGLT2 qui permettent aussi d'améliorer le taux d'hémoglobine. Ça a été prouvé par la DAPA et l'AMPA. Alors, regardez avec implication pour la santé, ça a été rajouté à la définition de la MRC. D'accord? Il y a une implication, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une insuffisance rénale pour avoir ça. Il suffit d'avoir de l'albuminurie pour dire qu'on est à haut risque de développer une maladie rénale, une insuffisance rénale. Donc, la nouvelle classification, elle a mis l'accent sur la cause. GFR, c'est la catégorie, vous avez vu, on a classé par catégorie de G1, G5, on avait dit que le malade était G3, BA, comme ça, A3. L'albuminurie de A1, A3, connue comme stadification, donc cause, ici, GFR et A. C'est l'albuminurie, donc c'est GA. Donc, travaillez avec la classification Cadigo, vous faites un screenshot du color scoring et ça vous permettra de classer. D'accord? Alors qu'avant, on se contentait des DFG, DFG inférieur à 30, inférieur à 60, inférieur à 80, insuffisance rénale chronique. Là, il y a d'autres paramètres qui sont entrés en jeu, notamment l'albuminurie, qui a un impact sur la santé du patient. Après les niveaux, vous avez vu que le stade 3, il a été subdivisé en deux, puisqu'on a parlé du 3A, 3B, et on est passé d'un stade moyennement sévère à un stade très sévère. D'accord? Donc, on regroupe en catégories. Non, je reviens en arrière ici, non. Alors, autre chose, mais elle micro-albe, normal. Non, c'est banni, d'accord? Le terme micro-albuminurie n'existe plus, on ne l'utilise plus, d'accord? Nouvelle terminologie, donc on dit qu'il y a de l'albuminurie, il y a de la A1,
A2, A3, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, normal, légèrement augmenté, augmenté. Donc, on ne parle plus, on dit qu'il a une albuminurie. Mais macro, vous savez, ça veut dire quoi? Macro, c'est de la protéinurie d'emblée. Donc, on ne parle plus de microalbuminurie, n'est plus utilisé. On parle d'albuminurie A1, A2 avec la CR. Importance, alors je réponds, d'une évaluation basée sur les trois catégories de sévérité, c'est ce qu'on avait dit. Des conseils sur la recherche d'albuminurie sont fournis. Un algorithme pour le cas de protéinurie suspectée également inclus. D'accord? Donc, c'est très important chez votre malade. Le follow-up, le suivi se fera en fonction de votre ACR. Est-ce qu'il est passé de A à 2 à 3? Et après, vous intégrez le DFG. Alors, reconnais petite fille. Alors, oui, là, avant de venir à ça, je vais voir s'il y a... pardon. Je vais voir s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas... oh, zut, 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 zut. Ouais, je vais voir s'il n'y a pas de questions. Alors, on m'a posé la question. De faire l'exploration avec... Oui, oui. Alors, un mot pour les INS. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, je vous explique. Surtout à consommation libre, parce que ils sont fournis sans ordonnance. C'est la même chose aux États-Unis, donc l'ibuprofène. Et surtout, cette histoire de consommation pour une douleur dentaire, des douleurs articulaires, il faut déjà avoir un bilan rénal auparavant, d'accord? Les AINS peuvent être à l'origine de certaines modifications hémodynamiques au niveau du rein, engendrer des ischémies, une défaillance mais aiguë de la fonction rénale. Et malheureusement, quand l'insuffisance rénale aiguë n'est pas prise à temps, elle peut s'organiser, d'accord? Et à l'origine, les ANS, quand le patient a déjà une maladie rénale chronique, elle ne vient qu'aggraver la dégradation ou aggraver cette maladie rénale chronique. Alors, sur les hypertenseurs, non, les antihypertenseurs néphroprotecteurs, j'en ai parlé. Je vous ai dit dans la panoplie, donc il y a des recommandations. Bon, c'est pas l'objectif du jour. Dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, vous avez l'hypertension artérielle essentielle, vous avez l'hypertension quand il y a un malade qui a une maladie rénale chronique et quand il est diabétique, il y a des objectifs. Donc, on a parlé des objectifs, mais que ce soit la Société européenne d'hypertension artérielle ou la Société française, vous allez voir que les bloqueurs du système rénine-angiotensin gardent leur place comme premier traitement avec les inhibiteurs calciques en fonction des objectifs tensionnels, mono, bithérapie, mais d'emblée, quand on a une maladie rénale, on va dans la bithérapie. D'accord? Souvent, on est déjà dans l'ambithérapie avec un inhibiteur calcique qui a des effets sur le cœur, mais il y a certains, effectivement, inhibiteurs calciques qui ont prouvé aussi un effet néphroprotecteur. Oui, oui, il y a des inhibiteurs calciques qui ont un rôle dans la néphroprotection, qui permettent aussi de ralentir la progression. Est-ce que la CR est valable chez la femme enceinte? Alors, la femme enceinte, je ne sais pas, docteur Google, je pense je ne sais pas si vous serez là, mais on va faire un topo sur la femme Oui, enceinte. justement, je devais vous le dire. Le Oui. 27, le 27, c'est un vendredi, donc on l'a fait le 26. Le 26, c'est un... Ah non, 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 je vous ai dit, j'étais prise le 22, 26, c'est un quoi? C'est un jeudi. C'est un jeudi. Laissez-moi revenir vers vous parce que généralement, on a le plan en charge le 26, mais je reviendrai vers vous pour vous confirmer. Sinon, À la fin, on va décider parce que j'ai préparé D'accord. le courrier, mais D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, l'ACR, non. L'ACR, la femme enceinte, il y a toutes les modifications physiologiques et hémodynamiques. Si vous permettez, on peut en parler la semaine prochaine. D'accord? L'ACR, donc la femme enceinte, oui, vous pouvez demander, mais tout dépend de la pathologie. Est-ce qu'il n'y a pas d'infection? Donc, si vous permettez, je peux vous répondre la semaine prochaine. Enfin, le jour où on fera, vous aurez tout un topo sur la femme enceinte. Pour le suivi des maladies rénales à bas grade chez les généralistes, quelle est la fréquence de voir le patient au regard bilan, notamment pour le G1, G2? Alors, je vous explique. C'est la même chose chez nous, hein. Généralement, le débit de filtration, vous le divisez par 3. OK? C'est-à-dire que quand on a un débit de filtration qui est pratiquement normal, en 90, etc., vous pouvez demander un bilan annuel. 60 jusqu'à 60-90 annuels, c'est à partir de 30 millilitres, il faut demander tous les 3 mois. Et quand vous avez inférieur encore à 30 millilitres, c'est-à-dire vous pouvez demander tous les mois. Voilà. Mais tout dépend des facteurs de risque aussi, tout dépend de la CR. Mais je vous ai dit, une fonction rénale tout à fait normale, il n'y a aucune raison chez le patient, vous pensez qu'il n'y a aucune raison pour qu'il dégrade sa fonction rénale. Un bilan annuel peut demander, tout dépend de votre consultation. Donc, et à partir de 60, il faut le voir tous les 6 mois. 30, c'est tous les mois. Et voilà, vous rapprochez. Vous divisez par 3. Est-ce qu'un SPJ cardio aggrave l'atteinte rénale? Non.
non, les anti-agrégants plaquettaires gardent leur place, surtout sur le cardiaque, c'est ça, l'aspégique cardio. Non, 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 non. C'est juste qu'il faut voir le trouble d'hémostase, les risques de saignement surtout, et les anti-agrégants plaquettaires, euh, on, on n'a aucune raison de les arrêter, surtout quand vous avez des patients à haut risque cardiovasculaire athéromateux comme le patient. C'est juste que parfois, nos patients chez qui on doit faire une ponction biopsie rénale, on demande d'arrêter pour éviter les risques hémorragiques. À partir de quelle dose régulière on parle de CV sur là? Alors, les INS, quelle que soit la dose, tout dépendra de la prédisposition du patient. Il y a un qui fait un suppôt de Voltaren, pardon, pas l'ibuprofène, il dégrade sa fonction rénale. Il y a ceux qui consomment, il y a aussi une molécule qui circule aussi pour les dents, c'est des dosées des fois à 500, à 75. Vous avez des doses d'anti-inflammatoires à 500, donc faites attention. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà une bonne hygiène de vie, il faut maintenir une bonne réhydratation. Maintenant, votre dentiste peut vous le prescrire pour une courte durée. Ne consommez pas, c'est le long cours. Mais je vous ai dit, c'est dépend des conditions. Alors, si la patiente est déshydratée ou le patient, si le patient reçoit d'autres médicaments néphrotoxiques, il reçoit, par exemple, je vais vous dire, je vais donner l'exemple que je donne souvent. Vous avez un diabétique qui se plaint de sciatalgie, d'accord? Il a très mal. Donc, il consomme des anti-inflammatoires non stéroïdiens d'une façon régulière. Il a 70 ans, donc il pourrait avoir un vieillissement rénal physiologique. Alors, il va consulter son rhumato, il lui dit, OK, vous deviez faire comment on appelle ça? Une TDM avec produit de contraste pour voir s'il n'y a pas d'hernie discale. Alors, il prend des INS, il va faire une TDM avec produit de contraste. Il a 70 ans. Par ailleurs, il fait un panaré, souvent, un phlegma panaré, il va chez le طبيب بتاعه يعطيله gentamicine à forte dose. Alors, toutes les conditions sont réunies pour aggraver sa fonction rénale et il l'a amené en dialyse. Gentamicine, je parle des aminosides à forte dose, il ne respecte pas les 5 jours, il ne respecte pas l'adaptation de la fonction rénale, il reçoit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc un effet couple sévère, et il a fait une TDM, un produit de contraste. Donc, vous êtes sûr de le retrouver demain en dialyse. Voilà les circonstances habituelles auxquelles on trouve. Alors, ANS et colique néphrétique, tout aussi. La colique néphrétique, la douleur est insupportable, c'est tout un cocktail. Oui, je vous ai dit, ça ne veut pas dire que vous... Maintenant, quand on a un DFG bas, c'est-à-dire à 30 millilitres minute, c'est pas quand on a un DFG à 60 ou 70. L'ANS, quand vous donnez à 60, c'est pas quand vous donnez à 30. À 30, c'est la chute libre. À ce moment-là, des fois, on essaye de donner des anti-inflammatoires tels que la colchicine pour placer les ANS. Mais attention, c'est-à-dire vous avez des coliques néphrétiques, vous prenez souvent sans faire un bilan rénal, ça aussi, c'est mauvais. Le même cas avec thrombopénie, il y a une signification. J'ai pas, le même cas avec une thrombopénie. Qui avait une thrombopénie? Quel cas? C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a une thrombopénie. Bon, après la thrombopénie, c'est sûr qu'il faut explorer la cause de la thrombopénie. Il faut voir la lignée hématologique. Est-ce que la thrombopénie est isolée? On demande un frottis sanguin. Et après, si vous avez une atteinte rénale, c'est notre contexte. Donc, la thrombopénie, il faut explorer, il faut demander un frottis sanguin. Et à partir de là, on fait l'exploration. D'accord. Oui. Alors, on avait dit non. Oui. Alors, qu'est-ce que prise en charge? Oui. Alors, juste pour reconnaître, là, c'est ce que je disais en IR1, reconnaît que des petites fluctuations de débit de filtration glomérulaire sont communes et ne sont pas nécessairement indicateurs de progression. Alors, je peux demain, comme le cas ici, je vous ai dit, vous avez pris pour une douleur dentaire un anti-inflammatoire, ou bien il y a eu un tableau de vomissement diarrhée, vous avez dégradé votre fonction rénale, mais c'est très ponctuel. Dès qu'on fait la réhydratation, ça rentre dans l'ordre. Donc, on a la cause. C'est pas qualifié comme une maladie rénale chronique. Attention, c'est ponctuel. J'ai une piqûre, je ne sais pas de quoi. J'ai fait une petite perturbation de ma fonction rénale. C'est rentré parce qu'il y a la cause et effet, mais c'est pas une maladie rénale chronique. Alors, la maladie rénale, donc, c'est le déclin dans la catégorie du DFG. Catégorie DFG accompagnée par une baisse de 25% au plus du DFG estimé initial, une progression rapide et déclin soutenu. Alors, oui. Alors, DFG bas, de manière chronique, vous avez une baisse de 25% par rapport à votre DFG estimé. Une progression rapide, c'est-à-dire que là, la maladie rénale, vous avez le vieillissement est de 1 millilitre minute, là, vous avez de 5 millilitres par minute, c'est-à-dire soit c'est 3 mois, soit vous allez voir annuellement, vous allez voir qu'il a baissé de plus de 5 millilitres. Alors, il faut revoir les traitements qui évitent la complication et la progression de la maladie rénale. Alors, voilà.
je voulais parler un peu de le concept de néphroprotection, puisqu'il est très important. Avant, néphroprotection était égal à ne rien manger. Malheureusement, on retrouve ce concept. Souvent, on nous oriente des malades, يقول لك أنا حبسوا لي اللحم، حبسوا لي نشرب، حبسوا لي هكذا، حبسوا لي الآخر، يجي مسكين 90 سنة ما ياكل والو. OK? Donc, la restriction dans l'alimentation a des règles. On a des restrictions. Quand on demande à faire quelqu'un de restriction, on ne demande pas de tout arrêter. On réduit le sel et le sucre, et ça, c'est valable à toute la population générale. À partir de 50 ans, il faut avoir adapté une hygiène de vie, avoir le lifestyle, c'est ce qu'on appelle le lifestyle, faire de la marche, etc. Mais ça, c'est pour l'organisme. Alors, dire à quelqu'un, me dit, non, il y a des rations protéiques, il y a des diététiciens pour ça, donc il ne faut pas aller tout arrêter à un malade, il va tomber dans le versant inverse. Alors, fur et à mesure qu'on a identifié les mécanismes, identifié les causes de la maladie rénale, on a développé des formules, on a permis d'estimer le débit de filtration glomérulaire, on a eu cette classe, donc grâce à ce débit de filtration glomérulaire et cette maladie rénale chronique, on a trouvé des molécules qui permettaient de ralentir la progression de la maladie rénale, notamment les ISRA, c'est-à-dire quand je dis bloqueurs, c'est les ISRA, c'est l'inhibiteur du système rénine-angiotensine, les ISRA qui englobent les tout, l'inhibiteur d'enzyme de conversion. On a permis d'avoir cette classification pour définir la maladie rénale chronique. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je vous ai montré qu'il est important d'avoir ce score. Et enfin, les progressions en néphrologie en termes de néphroprotection, en termes de molécules qui ralentissent la progression de la maladie rénale. Après, les ISRA qui gardent leur place. Des fois, on est obligé d'associer les ISRA avec d'autres molécules. On les associe dans la prise en charge du traitement antihypertenseur avec les inhibiteurs d'enzyme de conversion, les diurétiques, et ça, tout dépend du profil de votre patient. Nous avons au jour d'aujourd'hui, bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais pour vous dire qu'il y a des molécules qui ont fait leur bénéfice, qui ont démontré leurs bénéfices, c'est les SGLT2 qui non seulement permettent de ralentir la progression de la maladie rénale, ils ont un effet sur la glycémie, sur l'équilibre lipidique, sur l'acide urique, donc quand même, et sur l'obésité, d'ailleurs, il le donne. Donc, le concept de néphroprotection qui est commun à tous les médecins, c'est les règles hygiéno-diététiques. On arrête le tabac, tous les facteurs de risque, manger sain, et aussi l'objectif dans la néphroprotection initialement, c'était quoi? Contrôler l'hypertension artérielle et réduire cette protéinurie. Donc, vous voyez, la néphroprotection, le cible, c'était contrôle d'HTA et équilibre protéique avec les molécules, avec bien sûr les molécules des ISRA. Maintenant, le concept de la néphroprotection a évolué, puisque si je reviens, donc tout ce qui est valable maintenant, le lifestyle, il est toujours d'actualité, même si ça fait 70 ans. Je prends l'exemple du diabétique avec maladie rénale. On demande toujours de manger équilibré, d'effectuer de la marche 30 minutes 3 fois, arrêter avoir une hygiène de vie, le tabac, les molécules néphrotoxiques, etc. Et surtout, le poids qui lui-même peut majorer la progression de maladie rénale. Maintenant, on montre les progressions, ce qu'il y a en Algérie. Donc, vous avez vu pour les troubles lipidiques, il y a les statines. Malheureusement, on est monté un palier. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Il faut dire la vérité. Qui de nous a une hygiène de vie saine et on arrive à manger équilibré, à faire des exercices physiques régulièrement, à gérer. Alors là, allez-y dire aux gens du Sud, par exemple, il ne faut pas boire le thé beaucoup, il ne faut pas faire ceci, allez-y manger. Donc, je vous ai dit, c'est très difficile de gérer. Ça, c'est des paramètres qui sont patient dépendants. Malheureusement, on est là, souvent, on monte à la première lignée. Les statines sont disponibles en Algérie pour les troubles lipidiques. On a les ISRA, ils sont disponibles en Algérie. Vous avez la metformine pour les diabétiques, pour l'équilibre glycémique. Et maintenant, il y a les IGLT2 qui sont disponibles aussi en Algérie, surtout prescrits par les diabétos, par les néphros, par les cardiologues pour les problèmes cardiovasculaires, pour la glycémie, pour l'acide urique, pour l'obésité. Donc, ils ont quand même démontré beaucoup d'effets. Ce qui n'est pas encore disponible chez nous, c'est cette association avec 6 inhibiteurs des IGLT2 et metformine. Donc, c'est un seul comprimé. C'est bien pour le malade parce que ça permet une meilleure observance. Peut-être pourquoi pas demain. Malheureusement, plus les facteurs de risque. Donc, à chaque fois, il faut toujours évaluer les facteurs de risque de vos patients. Vous avez vu, les Risk Factor Assessment, c'est 3-6 mois.
Donc, il est très important d'évaluer les facteurs de risque de votre patient. À chaque fois, voir si vous avez atteint l'équilibre tensionnel, glycémique et lipidique. Regardez parce que c'est des paramètres qui ont un rôle non négligeable dans la progression de la maladie rénale et dans les risques cardiovasculaires. Après, il y a d'autres molécules qui ne sont pas toujours présentes chez nous. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque ça, c'est les non-minéralo-stéroïdiennes. Donc là, il y a d'autres molécules qui ont fait leur preuve dans la néphroprotection. Et je reviens aux antiagrégants plaquettaires. Ces antiagrégants plaquettaires, vous voyez, qui gardent leur place, surtout si vous avez des patients à haut risque cardiovasculaire avec une maladie rénale, donc ils sont sujets à développer des thromboses, des sténoses, etc. Alors, la MRC est définie comme des anomalies de structure de la fonction rénale au-delà de 3 mois, avec des implications sur la santé, d'accord? Reste inchangée la définition avec des implications sur la santé. Donc, il faut voir, c'est-à-dire qu'il y a un retentissement et ces patients deviennent à haut risque cardiovasculaire avec un taux de mortalité très élevé. Donc, le MRC a été classé, vous avez vu, en fonction de catégorie DFG, albumine, et à ce moment-là, vous allez stadifier votre patient. Et le pronostic, la fréquence devrait être guidé par DFG catégorie. Donc, maintenant, je réponds à vos questions. On ne peut pas faire DFG wahdo, on ne peut pas faire la CR wahdo. Il faut avoir les deux pour classer votre patient et voir le follow-up et traiter convenablement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir stadifier votre patient. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je vais voir. Ah oui, le syndrome cardio-rénal, c'est une présentation. Je ne sais plus qui m'a posé la question. Alors, le syndrome cardio-rénal, il y a plusieurs stades du syndrome cardio-rénal. Tout dépend. D'accord? Des fois, c'est le rein qui est coupable. Non, pardon, le rein coupable. Le rein coupable et le cœur subi. Le cœur coupable et le rein subi. Et des fois, c'est les deux. Soit c'est aigu en même temps, soit c'est chronique en même temps. D'accord? Alors, par exemple, une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection qui est basse, d'accord? C'est sûr qu'elle va avoir un retentissement sur le rein parce qu'il ne va pas recevoir la quantité de sang nécessaire. Donc, il y a une souffrance cardiaque qui va s'exprimer par une souffrance rénale. Même si l'atteinte rénale n'est pas qualifiée comme une atteinte rénale chronique ou sévère, mais malheureusement, il faut gérer le cœur pour pouvoir récupérer le rein et vice-versa. Alors, signes dermatologiques, c'est quoi les signes? Ah oui, alors les signes dermatologiques, c'est des signes extra-rénaux, c'est quoi? Vous pouvez par exemple avoir le masque de loup qui peut indiquer une maladie lupique. À ce moment-là, il faut rechercher le retentissement. Les signes dermatologiques, il y a les phacomatoses, les taches café au lait. Mais ça, c'est tout un panel qui pourrait vous orienter. Alors, le purpura, on peut avoir des purpurins qui sont présents au niveau des membres inférieurs. Un purpura péticial qui peut indiquer un purpura rhumatoïde. Oui, il y a des lésions cutanées d'appel qui sont très importantes. Alors, pour l'albuminurie, se traite par l'ajustement des facteurs de risque. Oui, l'albuminurie, c'est une expression de souffrance rénale. Il y a le traitement pour la réduire, et plus vous équilibrez votre glycémie, votre tension artérielle, c'est sûr que l'albuminurie va baisser. Voilà. Avez-vous d'autres questions? De rien. Ils vous ont pas donné de l'eau. Alors, la question sur les kystes extra-rénaux. Alors, je voudrais savoir, quand vous dites extra-rénaux, les reins, c'est-à-dire extra-rénaux, des kystes Winjayin, j'ai pas compris. Vous voulez parler, je sais pas, les kystes, c'est des kystes ou digestifs, kystes, j'ai pas compris. C'est écrit en dehors du parenchyme rénal. Oui, alors, en dehors du parenchyme rénal, c'est-à-dire que c'est pas un kyste rénal. Mais à ce moment-là, le kyste, c'est-à-dire qu'il faut faire des explorations radiologiques, une imagerie complète pour voir quelles sont les autres localisations des kystes. Bon, on ne parle pas de kystes hydatiques qu'on retrouve. Là aussi, il y a les kystes hydatiques, l'hydatidose, il y a des kystes hydatiques. Il y a peut-être des tumeurs. Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit d'un kyste? Est-ce que vous avez fait l'imagerie nécessaire pour apprécier le contenu de ce kyste? Parce qu'il y a des kystes comment on appelle ça? Il y a des reins multikystiques, il y a la polykystose, mais il y a des reins multikystiques qui peuvent rentrer dans de nombreuses pathologies, énormément de pathologies, c'est-à-dire d'un panel. Mais la question qui se pose, c'est que le kyste, est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'il rentre dans un contexte d'une maladie particulière? Il nous reste toujours un problème de paramètres logiques qui ne sont pas toujours disponibles. Alors, est-ce que ce kyste est isolé? Est-ce que c'est des kystes qui se trouvent, ils sont bilatéraux au niveau rénal?
Est-ce que vous avez effectué une imagerie rénale, c'est-à-dire l'IRM pour parler de la densité du kyste et le contenu? Est-ce que c'est des kystes déformés? Est-ce que c'est des multikystiques? Il y a beaucoup de questions. Il faudrait que je voie l'imagerie pour pouvoir vous répondre. Alors, des kystes découvertes fortuites lors d'une recovery, oui. Alors, les kystes, il faut avoir le nombre. Vous me dites que c'est familial et bilatéral. Ah oui, là, il faut une investigation. D'accord? Là, il faudrait que vous vous présentez parce que si c'est familial et bilatéral, probablement qu'il s'agit de maladies génétiques. Et après, il faut savoir quel type de kyste. Il y a beaucoup de pathologies en fonction du nombre, en fonction de la morphologie des kystes. Mais il me faudrait le dossier pour pouvoir vous répondre exactement. Mais là, du moment que c'est au niveau rénal, découverte fortuite, oui, ça mérite d'être exploré et pousser les investigations. Alors, toujours un problème de paramètres biologiques qui ne sont pas toujours disponibles. Les paramètres biologiques ne sont pas disponibles, c'est-à-dire euh, l'urée créatinine, vous n'arrivez pas à faire un mot sur la place du régime alimentaire, des aliments AVT en fonction du stade. Alors, le régime alimentaire, moi, ce que je dis à mes patients, l'hygiène de vie, il y a l'excès que dans l'excès. D'accord? Alors, vous me posez la question des bananes et des dattes. Par rapport à l'hypercalémie, souvent, mais ça, on le dit aux patients qui sont au bord de la dialyse, euh, et surtout quand ils sont en dialyse, parce que il y a l'anurie qui s'installe, donc il n'y a pas cette diurèse. Et manger entre les séances de dialyse, quand il n'y a pas de diurèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité d'éliminer le potassium en excès, donc ils sont sujets à l'hypercalémie, d'autant plus qu'ils ont d'autres médicaments qui sont hypercalémiants. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui a un DMG à 30 ou à 40 ne rien manger. Équilibrez votre ration protidique. Pour cela, il y a des diététiciens. Mais vous pouvez rentrer, vous allez trouver combien de rations. C'est difficile parce qu'on n'a pas cette culture en Algérie. Qui de nous regarde les boîtes de yaourt pour voir combien de kilocalories, combien ça contient? Donc, on ne le fait pas. Hein. Moi-même, médecin, je ne le fais pas. Et qui de nous essaye de mesurer le sel en fonction de 3 grammes, 6 grammes? Donc, il faut réduire le sel, il faut réduire le sucre. Banane maintenant, si vous mangez une banane, vous savez qu'elle est hypercalémiante. Essayez d'équilibrer, ne pas prendre un autre aliment hypercalémiant. Les dattes également, c'est des fruits. Si vous prenez 2 dattes, essayez de ne pas en prendre plus. Tout dépendra de votre DHG. Mais l'alerte rouge est à partir d'un DHG inférieur à 30 millilitres minute. De rien, je vous remercie. Alors, avez-vous d'autres questions? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez compris? Moi, ma question est là. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je touche à quelque chose. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, de rien. Eh ben super, je suis contente. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Ça a suscité beaucoup de questions. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? En principe, on a fait une vue d'avion. Maintenant, vous savez prendre en charge un patient qui se présente en consultation. Moi, ce que De- j'ai aimé comme question, c'était la question, c'est quand, à quel rythme prendre en charge. Ça, la question, elle était très bien pour un généraliste. Vous avez compris. Ça y est, le rythme, j'ai répondu. Je vous ai dit, vous divisez. Vous avez le color scoring. C'est bon, normalement. Oui. Est-ce que le color scoring, il est disponible chez nos médecins? Alors, j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, ils peuvent faire des screenshots. Ils rentrent Cadigo 2012. Vous avez ils peuvent le télécharger, couper, le laisser dans leur portable. Très Bien, bien. photocopie, voilà. Il est pas distribué, hein. Vous le trouvez téléchargé, mais ça permet quand même d'orienter. Ils peuvent l'afficher en consultation et ça permet de clarifier les idées. Mais moi, le plus important, c'est qu'il ne faut jamais dissocier la fonction rénale de la chimie des urines. Il faut toujours avoir les deux. D'accord. Donc la prochaine fois, ce sera l'insuffisance rénale aiguë de la femme enceinte. Hein. Oui, Inch'Allah. On va essayer de la faire. On va essayer. Ah, bah, c'est bien. J'ai hâte pour la séance. C'était Ça que me ça, fait plaisir. vraiment. Aïchkom, eh ben, alhamdoulilah. Il y a eu combien de participants? Normalement, on va voir. On a eu au début près de 250, mais bon, ils ont Oui, commencé. mais après, c'est la matinée. Là, il y a ça. En tout cas, 270, ça va. Oui, non, non, alhamdoulilah. Très bien. Eh ben, il y a eu de partout. Super, je suis contente. Donc, on reste en contact pour Ils vous demandent est-ce qu'ils peuvent avoir la communication. la communication. Vous l'avez. Normalement, je voulais. Elle a enregistré Ousma. Donc, oui. Vous pouvez l'envoyer directement. OK, je vous l'enverrai par mailing. Ça marche. Non, 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 directement par là.
Demandez Alors à là, l'informaticienne. je vais lui demander puisqu'elle est sur son bureau. Elle clique en bas, là où il y a le fichier. On saisit le message. Elle s'y Alors. connaît, elle s'y connaît. Non, non, mais je vais lui dire, il n'y a pas de souci parce qu'il est sur son PC. Elle D'accord? doit le faire maintenant, avant que je ferme la Ok, séance. ok. On peut l'appeler. Elle va l'appeler. Il y a ma collègue qui va l'appeler de suite. De suite, de suite. Merci beaucoup. De rien. Eh ben, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Yatek Saha, merci beaucoup. Par contre, Anaouia, qu'il faut qu'on règle ça parce que je dois envoyer le courrier. Hein. Super, ok. Je vous dirai sans problème. Tout de suite, je vais monter au service. On collègue, d'accord? Parce que D'accord. comment on appelle ça? Le jeudi, généralement, c'est une journée de formation, c'est-à-dire c'est planchage pour les résidents et Ah, tout. c'est le blanchage. Et voilà, c'est très Mercredi, satisfait. mercredi, c'est pas, on sera combien le mercredi? Je vais vous dire parce que je vais vous dire. Le mercredi, on sera le 25. Alors je fais, j'ai Ça vous j'ai- arrange? attendez, le 20, ah non, le 26 non, Madame Docteur Gougan. Il y a un D'accord. RCP, justement, il y a un RCP ici. Ça va se passer RCP des maladies systémiques. Donc je vais présenter. Et je pense que même chez ma Docteur Baba, ça sera pris. Le 25, le Attends, 25. وقتاش l'RCP maladie systémique, c'est quand? Le 26. Ah oui, voilà, 26, c'est maladie systémique, j'ai complètement. Le 25, Donc, c'est un quoi? Un C'est un mercredi. mercredi. Un mercredi. Jeudi Ok. 26. Voilà. Et donc, on a dit le 24, 25, 24, on dit de l'année. le 29, Le 29, c'est un quoi? Oui, le 29, je pense que c'est mieux. Le c'est 29, un c'est un quoi? dimanche. C'est un dimanche. Classe très dimanche 29. Classe 29. C'est mieux, on sera plus à l'aise par Oui, rapport au si vous timing. avez une formation juste le Oui, parce 26, que je vais pas. le 26 عندنا هنايا le 24 عندي هاي تقول لك مدام Gougam aussi pour 24 les aussi, voilà. oui genre, oui je sais pas si le lien est à partager pour le 24 non c'est pas un Non, lien non, c'est voilà, présentiel c'est une ok voilà. donc Donc, elle va donc, vous on fait voilà. le 29. Et elle va vous partager Sur ici, sur la page, par mail, Google. ايه كتبعتيها لها دوكا بعتيها لهم دوكا. Pas sur, ici, sur Zoom. Et روحي الفيشي. D'accord. Alors, donc, elle est en PDF. elle est pas Ah, obligée. non, d'accord. Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'elle est en PDF? Je vais l'enregistrer tout de suite. دوك ديرها لك en PDF tout de Je crois suite qu'il y a un nouveau logiciel où ils enlèvent le PDF. Hein. oui معليش Ah bon? Donc, autant. Alors, Ça, je l'ai appris un peu en retard. ouais bon, je viens de l'apprendre alors. PDF ديرها PDF voilà En PDF. Écoutez, pour ce qui est des annonces des formations, nous, on envoie un courrier officiel. Pourquoi j'ai dit au docteur, au professeur, quelle est la date? Parce que je dois envoyer le courrier le plus rapidement possible. نديروها le 29 moi ça m'arrange le 29 c'est mieux pour moi Ça d'accord atterrit à la direction de la formation, à oui votre direction de formation. Et ils me disent qu'ils ne prennent pas connaissance on ne met pas sur YouTube la formation. d'accord ok Par respect à nos chers professeurs, on ne les met pas sur YouTube. non C'est de la moi formation continue. Je suis en train de répondre à ces gens-là, à nos participants. d'accord Alors, donc, on est sur discussion. On a sur la page. voilà روحي fichier. Oui. درتي C'est pas d'accord. فهمتي هذا J'essaie de Il y a Dr Hanimi qui est avec nous, qui a assisté Dr Gougam. ايه عجبها الحال. Hadjouba, Elle est elle est notée. assidue. Alors, donc, envoyer, alors sur discussion. Donc, on arrête le partage, c'est ça? Normalement, Euh, normalement non. non, c'est là, d'accord. Donc, on شوفي روحي وين كاين سيزون لو ميساج. chat, c'est ça? وي وين كاين لو شات. وين كاين Chat. سيزون لو ميساج كاين فيشي. Votre ordinateur. كاين Hein. فيشي. Ah, c'est bon. Bon, alors, donc, tu vas me confirmer. à l'instant
Alors, Ah, c'est plutôt une fille avec les le partage. oui, bien sûr. أنا ينحى